Messieurs, dames, bonsoir à tous, j'espère que vous portez tous très très bien en ce nouveau vendredi 49e émission des Décryptesses, votre émission préférée, je suis sûr, parce que c'est aussi la mienne, et comme d'habitude, je suis comme d'habitude avec mon ami Joe. Comment tu vas mon ami Joe, cette semaine? Bah ça va, écoute, on continue de build, il n'y a pas eu de gros changements depuis la semaine dernière, mais écoute, Une beaucoup de news. semaine relativement Voilà. calme. On verra dans la partie des news par contre qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Ça va être plutôt très très cool. Il se passe plein de choses d'un point de vue fondamental en termes de news. C'est plutôt sympa. J'espère que le chat va très très bien, que les gens sont un petit peu heureux avec ces prix qui sont en train de remonter, de voir un peu de vert. Alors même si on a vu un petit peu de rouge sur les derniers jours, on a vu du vert les jours d'avant quand même. Donc ça reste plutôt positif. J'espère que tout le monde va bien et que profitez voilà, de cette émission. Comme d'habitude, on est là pendant 2 bonnes heures ensemble pour review les news, parler du marché, etc. Et un petit peu se donner des idées autour de ça. Ouais, Voilà. tout à fait. Tout à fait. On va parler un peu de shitcoin aussi, parce qu'il s'est passé des trucs cette semaine, des très gros trucs. Et d'ailleurs, on devait recevoir, enfin, on a reçu Big AX, qui est du coup un vrai mec des tranchées sur X. L'interview était un peu cata parce qu'il a fait ça dans sa voiture, il avait pas le temps. Donc bon, on en refera une plus sympa, mais il y a 2-3 trucs qui étaient quand même sympas dans ce qu'il racontait sur sa façon de travailler. Mais c'est voilà, le retour des meme coins, c'est toujours une folie, hein. Ça attend pas. Ouais, j'ai trouvé Le quelques retour, tweets, on verra. Ouais. Le vrai retour des tranchées. En tout cas, j'espère que le chat a un petit peu de baume au cœur avec la semaine qu'on a eue. Je vous le demande à vous, le chat. Alors, je vois que les gens arrivent tranquillement, mais je vous le demande, comment est-ce que vous vous sentez un peu les prochains jours, les prochaines semaines? J'avoue être, moi, dans un entre-deux particulier, c'est-à-dire qu'on arrive doucement mais sûrement dans les zones et des sentiments de marché qui commencent à être bien contents, pour pas dire l'euphorie. Sur le SP500, ça, on n'est pas loin de l'euphorie, et on est même dans la bonne euphorie bien verte, etc. Dans la crypto, ça reste encore un peu modéré. Donc je vous demande à vous qui êtes sur le marché, qui êtes encore investi, etc., comment est-ce que vous vous sentez? Et je vois le commentaire de Lebru qui dit prendre des profits alors qu'on est encore à moins 30, moins 50% par rapport à nos prix d'achat. Si tu es à moins 30, moins 50% au prix actuel sur tes achats, c'est que tu as acheté mais vraiment le pic au top de décembre. Enfin, là, il y a juste... c'est pas possible autrement. Ça Enfin, dépend, hein. Il y a beaucoup d'alts qui sont encore à moins 30, moins 50. Alors si alts, on parle des alts voilà. du Surtout les fond de petites, tableau, quoi. effectivement, Voilà, c'est ça. sur les alts de fond de tableau, c'est un peu différent, effectivement. Mais du coup, ça, tu réponds pas du tout à sa question, quoi. Alors oui, Oui. parce que j'avais quand même une remarque par rapport à ça. La cam de Joe est fluide, on peut régler ça. On va vous mettre un peu de pin sur la cam de Joe. Il y a pas de souci, il y a pas de problème de ce côté-là. Oui, Ça fait je plaisir m'arrange. que le chat soit toujours très sympa avec nous, comme d'habitude. Je voulais quand même répondre à ça parce que il y a un truc qui va faire. Alors, en tout cas, c'est mon avis. Il faut pas vous attendre à... Si déjà vous revoyez... Alors, ton micro sature un peu, Tom. Oups, pardon. Alors, attendez. Je vais baisser un tout petit peu, histoire que ça sature moins. Tac. Voilà. Normalement, comme ça devrait être un peu mieux. Il y a des alts sur lesquels vous allez jamais revoir vos prix d'achat et ou jamais voir des profits... sympa, genre quand je veux dire profit sympa, c'est en mode crypto. Si déjà vous voyez un x2 en mode ce sera déjà pas mal, mais il y a des choses sur lesquelles il faut vous mettre en tête que même si on est positif, même si je crois que cette leg n'est pas finie, qu'il nous reste de l'upside en haut, etc., il y a des trucs sur lesquels vous reverrez jamais vos prix d'entrée. Par exemple, j'avoue que tu parlais, Joe, de ces trucs, de ces alts qui sont très très bas. Par exemple, le SEI, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, si vous voyez que le pattern du SEI, c'est un pattern qui est structurellement bearish, genre sur toutes les time frames. Genre, depuis 2024, le SEI, il fait une structure baissière, c'est un peu dégueu. Moi, le SEI, très honnêtement, je le vois pas du tout passer au-dessus des 70, en tout cas pas maintenant. Enfin, genre dans les conditions de marché actuelles, autour des 50-60, il est très très moche. Hein.
il est horrible. Pour moi, c'est déjà des zones de profit, et vous voyez que pour moi, le setup long, il s'arrête autour des 50, 55, 60 centimes. Si vous avez acheté plus haut, il faut l'avoir en tête. Et je vous montre le seuil, mais c'est pareil sur d'autres trucs. Hein, je veux dire, alors le tonne, ça reste ok. Je veux dire, même le Aptos, il est pas ouf. Je veux dire, c'est mou, quoi. Je veux dire, ça fait 1 an, c'est mou du genou. Le Caspa, c'est un peu mieux, etc. On en parlera sur l'analyse des prix un peu plus tard dans l'émission, mais il faut se rendre compte que ça m'étonnerait que vous revoyiez. Alors, sur le NIR, déjà, si le NIR il revient autour des $8, amen. Amen. Et j'ai envie de dire que ça sera généralisé à toute la crypto, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de projets, qu'il y a beaucoup plus qu'il y a moins de liquidité pour aller partout, etc. etc. C'est plus une surprise maintenant. Et je pense que c'est quelque chose, par contre, à intégrer, même si on est positif pour la suite, sur le fait qu'il y a des fois où vous avez des lignes que vous allez revoir à break-even, et ce sera le top local, top de marché, tout ce que vous voulez, rideau, terminé, bonsoir. Et je pense que c'est important de l'intégrer maintenant, parce que sinon, vous allez en fait jamais sortir de ces positions, et qui vont vraiment finir plus tard à zéro, pour le coup. En tout cas, c'est mon avis. Ah, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi je reste positif, mais mon avis n'est pas changé sur le fait qu'il ne fallait pas avoir de grandes attentes. Après, on peut voir, on a quand même des news, on va en parler là dans cette soirée, mais on a des grosses news, et on peut toujours rêver d'un narratif TradFi sur la crypto. C'est pas là encore, donc moi je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus, mais c'est clair que ça aiderait un petit peu en tout cas à faire venir des gens. Parce que là, on reste quand même toujours en fait entre les mêmes mains. Je sais plus avec qui j'en discutais, mais les gens ils font que venir, perdre de l'argent, repartir, revenir quand ça pump et puis reperdre de l'argent. En fait, ils font tous que ça. Il n'y a pas de nouvelle liquidité vraiment. Et c'est pour ça que voilà. En vrai, toutes les chartes que tu m'as montrées, j'ai l'impression qu'elles sont essoufflées, quoi. Elles sont crevées. Ah oui. Et c'est pas un bon signe. Hein. C'est une folie furieuse déjà. Alors, il y a que le synchro Saint Bitcoin qui est magnifique. Je voulais pas placer le ticker, le Saint ticker, pardon. Mais oui, effectivement, le hype a beaucoup plus de force, mais le hype en même temps, c'est, je reprends l'argumentaire de Picsou, enfin en tout cas son idée, c'est de dire que c'est comme un mini ETF natif, hein, au final, vu que c'est buyback par les frais, et on parle d'1 milliard de frais par an, en tout cas au rythme actuel. Sur ça, c'est un mini ETF sur une capitalisation, je crois le hype en FDV c'est 25 milliards de têtes, et 6 ou 7 en market cap, donc ouais, effectivement ça aide un peu le prix à monter, et en plus de ça il y a peu de supply, il y a beaucoup de staking, beaucoup d'incentives sur le staking, donc quand on mélange le tout, ouais, ça commence à se voir. Ça fait un peu de 25. Ça va. CFDV, ouais, c'est de 25. Ah, c'est FDV, hein. C'est même pas market cap. Ouais. Ah oui. Non, market cap c'est 4. Market cap c'est 6, 8. 6, 8. Ouais, ça va. Ouais, c'est ça. Je vais vérifier en même temps. Je vais juste enlever ça. Hop, ouais, la moyenne pour une infra, c'est plus 50, 100, 200. Ouais, c'est ça, on est à 27. 27 et 9, bah du coup, oui, forcément, le prix, c'est la FDV. Ah, market cap, on est à 11 là 9,5. Ah, c'est l'ATH market cap, ah oui, j'ai pas vu, ok. Ok. Donc plutôt propre de ce côté-là. Et le Seirup bourré de KOL, bien entendu. Bravo à tous. Et le même Fonda. J'avoue que, n'empêche, mine de rien, on vanne souvent genre les KOL. Je pense que Seirup à l'heure actuelle fait partie du projet qui en a, en tout cas le plus, enfin, qui a quand même une grosse base, qui a une grosse base active de KOL quand même, et même si sur le Fonda aussi ça avance pas mal, on peut pas leur enlever ça aussi. J'avoue que sur la com, ils ont quand même été brillants depuis le bottom, et qu'ils ont mis les bons ingrédients au bon moment, et c'est bien joué quand même. Ouais, et puis du coup, moi je suis dans le groupe de call, je vois les gars qui passent, c'est pas des gars avec 100, 200 000 abonnés, c'est que des petits gars. C'est juste que du coup, ça fait un cocon où enfin on commence à entendre parler de Seirup. Et c'est vrai que c'est une réussite de fou, hein, là. Je sais pas, on en parlera peut-être, mais je regardais les revenus. Les revenus, actuellement, ils sont quasiment en ATH depuis avril, alors qu'on n'est même pas au milieu de semaine, quoi, au milieu de mois. Donc franchement, c'est très très beau. Je suis très content de cet acteur. Le projet a enfin mis les bons ingrédients pour être reconnu. Ouais. Ça a juste valeur, et c'est très très propre. C'est très très propre.
C'est repéru à 0,11 à l'acheteur de bottom. C'est bien joué. C'est bien joué. Tac. Quel BG. Bien, écoutez, Joe, est-ce qu'on commencerait pas directement avec les news? On a pas mal de petits trucs à voir. On a pas mal de trucs dans tous les sens. Il y a des bonnes news et des news, comme d'habitude. On va pouvoir vanner quelques acteurs parce que ça fait toujours plaisir de faire quelques vannes. Je te propose qu'on commence directement. Vas-y. Tac, Tu commences si tu veux. Hop, allez, je vais commencer moi avec juste un poil. Tac. Tac. Alors attendez, c'est pas ça. Hop. J'ai perdu ma news. Si c'est bien joué de ma part, ça encore. Bon, au pire, vas-y, je gère. Très gênant. Fais-toi plaisir. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? Tac. On a. Alors, il me semblait qu'on avait parlé la semaine dernière, mais avec Tom, on a discuté. En fait, c'est arrivé il y a quelques jours. On a du coup une annonce de Smokey the Bear, donc qui est le CEO de Bear Chain, qui a beaucoup réfléchi sur le fait de comment marchait le POL et le fait que ça ne bénéficie pas autant au token Bear qu'il le pensait, parce que ça bénéficie surtout au LST, donc c'est-à-dire le IBGT, le LBGT, tous les tokens comme ça. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, et je trouve ça très très cool, c'est qu'en fait, ils vont prendre 20% de fees sur ces LST. Donc ça ne concerne pas les validateurs, ça concerne seulement les projets LST. Ils prennent 20% de fees qui vont aller dans ce qu'ils appellent, j'ai oublié le nom, c'est la liquidité de la chaîne. J'ai Protocol Own Liquidity, un truc comme ça. Et cet argent-là va servir à acheter du Bera et du ONI par exemple. L'ONI qui est le stablecoin de là-bas. Et ils vont faire des pools comme ça, des gigapools, donc avec 20% de toute l'inflation là-dessus. Et ces pools vont servir à générer des frais. Ces frais vont servir à racheter des tokens et etc. Ce qui fait qu'en fait, Bear Chain devient un peu une app chain. Ça devient une sorte de Uniswap, une gigantesque Uniswap au niveau du protocole, au niveau du L1. Et ça permet d'avoir beaucoup de liquidité, ça permet de donner enfin de donner un sens au POL vers le Bera, parce que tout va servir à acheter du Bera et donc bloquer la liquidité. Liquidité qui sera jamais débloquée, elle sera toujours là. Et je trouve ça assez cool, surtout qu'ils ont pensé à pas mal de choses qui sont très intéressantes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un truc qui a été vraiment bien pensé. Je sais pas si c'est vraiment pérenne, mais c'est encore une innovation qu'on n'avait pas vue. Et moi, je suis pour l'innovation. Voilà, je sais pas ce que toi tu en penses comme ça, à froid. Chaud, pardon. Je considère que ça peut que être un plus pour la chaîne, pour le protocole, etc. Que vu comment ils se sont fait un peu bâcher récemment, parce que évidemment les prix, etc. toujours les mêmes rengaines, je pense que ça peut soulager un petit peu la chaîne, montrer qu'ils essaient quand même de créer des choses, d'ajouter des initiatives, de modifier des choses, etc., de recréer des trucs qui peuvent marcher. Donc je considère qu'en tout cas ça peut être utile. Après, encore une fois, on débattra pas sur le prix du token, etc. C'est pas le but. En tout cas, pour la chaîne, moi je trouve ça plutôt positif. Ok. Tu t'en es sorti ou pas? C'est bon, je m'en suis sorti. Okay. Je voulais vous parler du coup de Coinbase qui intègre le SP500. On parlait en début d'émission justement de ces choses qui pourraient nous aider peut-être à avoir un narratif crypto un petit peu plus fort, parce qu'à l'heure actuelle on manque un peu de narratif pour nous pousser avec le dos dans le dos. Et on a donc Coinbase qui a intégré le SP500, club très fermé comme le dit l'article. C'est pas simple d'être dans le SP500 et ça pourrait bénéficier à l'action Coinbase qui avait déjà bondi de quelques pourcents directement à l'annonce et qui pourrait voir ses volumes augmenter, etc. En tout cas, c'est une reconnaissance de plus pour le secteur crypto qui va voir un petit peu un acteur en plus dans ça. À ma connaissance, il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est le premier. Pas que je sache. Donc c'est plutôt très très cool, on verra ce que ça donne. Et toujours un petit point du côté des inflows des ETF, on voit quand même que sur les derniers jours, du coup hier et avant-hier, on a eu 319 et 114 millions sur Bitcoin, donc pas rien, c'est autant que ce qu'on a eu la semaine précédente. Sur l'action sur le prix n'a pas été vraiment ressentie, en tout cas on n'en a pas vu un effet quelconque, donc ça a surveillé de ce côté-là. Et du côté des terres, on a eu 60 millions, on a quand même eu 60 millions, ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas eu 60 millions sur Ethereum.
À 60 millions, ça faisait en tout cas depuis le 28 avril qu'on n'avait pas vu ça, et on a eu derrière 40 millions d'outflows supplémentaires. Intéressant à suivre du côté des inflows des ETF, on voit que ça continue de pousser et que pour autant les prix sont relativement stables sur les dernières semaines, donc c'est intéressant à surveiller. Et pour rebondir sur la news du SP500, moi je trouve ça vraiment huge pour le coup. Et ça fait partie, c'est ce que tu disais, que ça pourrait créer un narratif parce que ça montre en fait que la crypto fait partie maintenant des technologies qui sont dans le SP500 et qu'elles sont acceptées, que c'est plus un truc un peu cringe, même si ça reste que Coinbase. Coinbase, ils ont quand même une layer 2, ils font plein de trucs dans le Web3, donc non, je trouve ça vraiment très très cool. Pour la personne qui demande est-ce que les fonds indiciels Dragon le SP500 vont être obligés d'acheter du coin, quel que soit le prix, Gigapam Coin, ça paraît trop simple, c'est la même logique que pour les autres actions dans le SP500. Alors après, je pense que la pondération de Coinbase, là tout de suite dans l'immédiat, elle doit être relativement légère dans le SP500. On sait que le SP500 c'est surtout drivé par ces plus grosses caps, etc. Mais ça peut que faire du bien à l'action de Coinbase, et dans le même temps, si jamais il y a des outflows des ETF, ça lui fera le même mal, mais dans l'autre sens du coup. Donc c'est plutôt positif, du moins que les marchés TradFi sont positifs, et de toute façon l'action corrigera de la même manière que le reste. Enfin voilà, ça peut l'aider, ça peut l'aider à avoir un peu plus d'inflow, même si bon, ce n'est pas la panacée ultime. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai moi ? J'ai déjà... Allez, on va parler de Launchcoin. Launchcoin, c'est un truc, vous avez sûrement entendu parler, c'était partout avant-hier. Launchcoin, en fait, ce que c'est une application... je vais vous montrer un petit peu. Launchcoin, c'est une application qui permet de lancer un token juste en répondant sur X, avec le ticker, plus ton nom, tout ça, et quelques détails. Ce qui est assez innovant, c'est qu'ils sont venus avec une application mobile. Donc déjà, les gars étaient bien prêts. Ça faisait déjà quelques mois qu'ils existaient. Et ça a fait un bruit monstrueux parce qu'en fait, ils sont partis sur un narratif qui s'appelle le Internet Capital Market, ICM. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'ils permettent, en tout cas dans le narratif, on est dans le rêve, ils permettraient à des entreprises Web 2 de tokeniser quelque chose, un peu comme un crowdfunding. Les gens... S'ils croient en leur rêve, en ce qu'ils veulent plus tard, ils achètent le token, ça crée des frais, les frais sont redistribués au créateur, et le créateur a du budget pour faire ce qu'il veut. Donc c'est un peu une sorte de crowdfunding via Memcoin. Voilà. En théorie c'est ça, en pratique c'est full Memcoin à la con, y a la distribution, c'est un bordel. C'est vrai que je vous avais préparé 2-3 tweets, mais... Bref, actuellement, c'est vraiment le truc le plus hype. On ne sait pas encore, on en parlait avec BigAX, lui, de base, il s'est dit, c'est vraiment... Parce que ça fait penser un peu à ce qui s'est passé avec les agents IA. C'est-à-dire que c'est tellement fort que tu te dis, ça va rester. Le problème, c'est que là, quand même, il y a une énorme vague de FUD parce qu'ils n'ont pas redistribué les frais comme ils le disaient, alors que tout le principe de leur narratif tient dessus, donc c'est un peu flippant. Donc faudra voir, faudra suivre. Je sais que voilà, c'était une folie, je crois qu'il a fait x40 en un jour, le coin. Des débiles. Et ça a mis en compétition PumpFun en fait. Là c'est un très bon tweet de Blockworks qui montre, alors en jaune on a PumpFun, donc PumpFun qui écrase tout le monde, et là récemment ils se font challenger par Believe, ils se font challenger par Let's Bonk qui est sur Radium, LaunchLab qui est aussi sur Radium, et TimeFun, enfin bref, et Meteora. Alors du coup Meteora, j'ai vu hier je crois Meteora était à 18 millions de frais. Ils ont gagné 18 millions dans la journée, en 24 heures. Parce que du coup, Believe, le Launchcoin utilise Meteora. En fait, ils ont un système de borne comme PumpFun, mais après, ils utilisent Meteora. Donc Meteora s'est mis ultra bien. Et pour rappel, Meteora, c'était ceux qui étaient derrière le scandale de Libra. Donc, voilà. On rappelle quand même que ce sont pas des gars... voilà. Bref, j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce que j'avais d'autre Bon, lui, non, c'est ça. Et ouais, aussi tant qu'on y est, en fait, ce qu'on disait en début d'émission, c'est qu'on est de nouveau dans la Memcoin Season. Là, on voit le nombre de tokens créés par jour. Donc là, actuellement, on est à 40 000 par jour. Et on est sur des niveaux de 20 décembre, quoi. C'est hallucinant, alors qu'on vient... Au secours. Ouais, alors que ça fait 2-3 semaines qu'on a repump, en fait. Non. Et à chaque fois, en fait, c'est vrai que quand ça fait des années que t'es là, tu sais que les Memcoins, c'est la fin.
à la toute fin d'un pump. Et là, ça fait 1 an que dès que ça pump, les mêmes coins arrivent en folie. Et en plus, ils arrivent, mais d'une façon qui est pas élégante, c'est-à-dire que c'est que des rotations qui sont... voilà, si jamais tu restes sur un token plus de 3 jours, bah tu vas te faire bouffer par un autre token qui vient de se lancer. Donc c'est très dangereux, il y a beaucoup d'argent qui est fait, il y a beaucoup d'argent qui est perdu. Et ça fait partie de l'écosystème, il faut en parler. Et voilà. Faut pas être aigri. Ça donne envie un peu. Mais bon. Non, faut pas l'être. Hein. Bah, en tout cas, joli top signal, hein, les enfants, si vous cherchez un peu d'eau à votre moulin pour prendre des profits, titre de l'émission, bien entendu. Memecoin, le retour des memecoins au niveau de décembre, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je place ça très très haut dans ma liste de trucs qui me font suer du front personnellement. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des haricots ? Je pense qu'il nous reste encore de la marge, mais on commence à voir. C'est ce que je disais au tout début de l'émission. On commence à voir que allez, c'est reparti, comme on a vu en mars, en décembre. Allez, c'est bon, genre on arrive, ça commence à se voir gros comme une maison. C'est terrible. Mais en fait, ce qui se passe, je pense, c'est aussi ce qu'on a vu tout l'été dernier, c'est que dès que tu as les prix qui montent et qui stagnent ou qui dumpent, mais légèrement, les gens qui sont en gain, ils vont faire quoi ? Ils vont jouer au casino avec leurs gains. Et ils font tout le temps ça. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une petite pause, allez, hop, casino, blam. Et voilà, ça fait partie du truc maintenant. C'est ça, exactement. Et je crois qu'on a d'autres news par rapport à ça, mais en tout cas, Radium qui nous fait un comeback, ça aussi, c'était pas forcément dans le playbook de tout le monde. Et ça fait plutôt plaisir à voir que le Fonda gagne un peu face à la fraude Pump Fun. Ça fait du bien au moral. Tag, j'enchaîne moi du côté du fondamental avec AAV qui a atteint 25 milliards de TVL. Alors Stani qui a bien évidemment signé le top local de sa propre TVL puisqu'on est redescendu derrière à 23 millions et demi. Voilà, quand même. Belle performance de AAV, le token se tient bien, c'est toujours très très fort sur le fondamental, sur ça il n'y a pas de problème, on voit que vraiment il a pris les 25 milliards et vraiment ça dump derrière, c'est vraiment bien joué. À noter tout de même que ces 25 milliards ils sortent pas non plus de n'importe où, c'est aussi beaucoup dû à la valorisation des actifs sur la plateforme puisque quand on la regarde en Ether, on voit que depuis début du mois de mai, la TVL en Ether a perdu. On est passé de 11,2 à 9 millions d'Ethers, donc on a perdu quelque chose comme 15% de tête, 15-20% à la louche dans ces eaux-là. Donc à mettre aussi en perspective, c'est évidemment de la valorisation d'actifs qui tire aussi vers le haut, et pas la quantité qui est tirée vers le haut, là où quand on dumpait par contre, les gens mettaient beaucoup plus leur argent dans le protocole vu qu'il n'y avait que ça à faire, et que maintenant il y a des mêmes coins à aller parier, donc les Ethers sont retirés du protocole. AAV ne connaît pas la crise, exactement. C'est bien vrai. Tac, moi on va parler un petit peu de Euler. Alors Euler qui du coup lance Euler Swap. Alors pour rappel, Euler c'est quand même AAV, c'est un protocole de lending et borrowing. Et actuellement, alors moi ça fait déjà un bon mois, voire 2 mois que j'en parle, on a Fluid qui vient avec une proposition où c'est lending borrowing plus DEX. Et en faisant ça, en fait, ils arrivent à créer des synergies qui sont uniques. On va en parler de toute façon plus tard. Et Euler, ils commencent à avoir un peu la sueur sur le front, et ils se disent, si je m'aligne pas, en fait, ma solution, elle vaut que dalle. Donc ils sont en train de lancer Euler Swap. Donc c'est un DEX qui va être à côté de Euler Finance pour justement créer ces mêmes synergies. Et c'est pas les seuls. Il y a AAV aussi qui crée de la Smart Debt. Donc c'était le truc à Fluid. Et en fait, on voit vraiment tous les acteurs qui sont comme ça, en train de sentir... je sais pas si t'es sur Défilama ? Si tu peux montrer un peu la progression de Fluid. On peut aller faire un petit tour. Mais de toute façon, j'ai plein de news sur Fluid après. Juste vous montrer pourquoi est-ce qu'ils sont un peu assurés sur le front. Hop. Il y a eu un petit FUD en plus récemment. Voilà. Et la baisse, c'est à cause du FUD. Mais sinon, voilà, c'est du up only. Et c'est un très bon protocole. Technologiquement parlant, c'est très intéressant. Voilà. Et on va y revenir sur ce qui s'est passé sur Fluid, je crois, dans les news suivantes. Ah, attends, j'ai une autre news sur Euler, tant que j'y suis. Tant qu'on parle de Euler. Euler qui ont fait un comeback de fou d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé, mais ils sont... Ouais. Ah, ils ont... c'était quoi ? Ils s'étaient fait drain, enfin genre... 60 000, hein ? Ouais, c'était fait hack. Le protocole hacké, ils avaient perdu, il y avait 300 millions au moment où ils se sont fait hacker, un peu moins. Ouais. Et vraiment, ils ont fait toute l'année 2024 à 0. Et c'est vraiment depuis novembre où on est reparti genre
Dites-vous que depuis novembre, le protocole est passé de 20 millions à 800, 900 millions là, à l'heure actuelle. C'est complètement zinzin. C'est vraiment bien joué. Je sais pas, j'ai pas suivi le protocole. Je sais pas quels sont leurs secret sauce, mais c'est plutôt bien joué de leur part. Là, je pense qu'ils ont beaucoup géré sur Berachain parce qu'il y a des bonnes synergies entre Berachain et Euler. Ils proposent des gros yields là-bas. Donc peut-être que ça joue aussi. Sinon, alors, j'ai un peu retweeté, petit aigri que je suis, j'ai un peu retweeté Coin Academy pour avoir dit que BlackRock allait tokeniser sur Avax. C'est pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Euler Labs ont du S-Build. Le S-Build est backé par du Buidle. Donc le Buidle qui est le token de BlackRock, qui est un token, un fonds tokenisé. Et du coup, ils l'ont déployé sur Avax pour pouvoir être utilisé comme collatéral. Donc on peut acheter des fonds tokenisés par BlackRock, et l'utiliser comme collatéral pour emprunter. Ce qui est trop bien. Le truc, c'est que c'est pas BlackRock qui l'a fait, c'est Euler. Donc voilà, c'était juste... On aime bien mettre BlackRock toujours en premier pour attirer l'œil, mais des fois la phrase elle a pas de sens. Là c'était bien écrit, mais chez Khan Academy c'était mal écrit. Et du coup voilà, pour pas prêter à confusion, c'est la responsabilité d'Euler. Et d'ailleurs quand vous utilisez le S-Build, vous faites confiance à Euler. Ça n'a rien à voir avec BlackRock. Hein. Eux ils ont juste vendu leur token à Euler. Après ce que fait Euler avec, c'est leur problème. Donc voilà. Mais c'est très cool. Moi je trouve ça vraiment très cool. Ça reste, moi je trouve ça sympa. En tout cas. Ah ouais. Genre vous exposez à le fond Beedle et vous collatéralisez, vous empruntez, bam bam, et vous allez acheter vos meilleurs shitcoins et après vous démerdez pour rembourser votre dette. Ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas sur le papier c'est plutôt cool. Ouais, carrément. Hop, j'enchaîne moi du côté de Lido. Alors c'est un peu passé sous les radars. En tout cas, je crois qu'on s'en est ému pendant, je pense, 48 secondes, et après on a vu que les prix montaient, donc on a oublié. Mais on a quand même eu Lido qui s'est fait hacker une de ses clés privées de son Oracle. Alors, pareil, moi quand j'ai vu l'annonce, j'étais en mode, bon, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, j'en sais trop rien. Donc je suis allé regarder, j'ai fait mes petits devoirs, etc. En gros, ce qui s'est fait hacker, c'est le multisig de Lido, enfin une des adresses du multisig, où ils ont récupéré la clé privée, et les attaquants qui ont récupéré cette clé-là ont drain le wallet, le wallet du multisig. Et du coup, Lido a reçu des alertes en mode, bah, vous ferez gaffe parce qu'il y a plus de TH sur le wallet, on peut plus rien signer avec ce wallet-là. Qu'est-ce que c'est que ce gros bordel? Et du coup, on a appris après que c'était une clé qui a été hackée, piratée, l'acide leak, enfin voilà, peu importe la raison. Et je vous ai juste fait un petit tweet pour vous montrer, pour que vous compreniez un peu quelles étaient les implications de ça. C'est que dans l'idée que ce soit une clé sur 9 du multisig qui est un multisig 5 sur 9, c'est pas grave. Par contre, si tu rajoutes, s'ils avaient rien dit, qu'ils avaient gardé la clé complètement, que les attaquants étaient en mode, bah, on a la clé, on peut hack à tout moment, et qu'ils avaient répété l'opération 4 fois supplémentaire pour avoir 5 clés sur les 9 du multisig, et ben on aurait eu tous les problèmes possibles et imaginables. Ça aurait été la fin de Lido. Voilà, pour être très clair. C'est-à-dire qu'ils auraient pu minter du STETH, faire genre qu'il y avait plus d'STETH, moins d'STETH, voler les ETH, bref, faire tout ce qu'ils avaient envie de faire avec les validateurs Lido. Du coup, attention Lido, petit carton jaune cette semaine, ça va être la chance que les prix montent et que personne s'en émeuve. En plein bear market, je vous assure que là c'était terminé, bonsoir. On n'est pas passé loin de la catastrophe, pour le moment tout va bien, donc rassurez-vous de ce côté-là, mais ça pose des petites questions de sécurité quand même. Voilà. Le plus grand faiseur de l'histoire. Le plus gros faiseur d'histoire. Je fais Lido et Ethereum dans la même émission, messieurs dames. Si c'est pas magnifique. Je te laisse. En parlant d'Ethereum, j'ai des sacrées news. Attends, celle-là, on l'avait pas dans les news. La société cotée entre particuliers, donc société française, devient la première Ethereum Treasury Company en France, adoptant l'ETH comme actif stratégique de trésorerie, et son action a pris 325% après l'annonce. Voilà. Quand même. Le shitcoin, hein. Quand même. Est-ce que c'est pas comme magnifique? Ouais, c'est fou. Je sais pas combien valait l'action, mais 325% juste pour hold de l'ETH, vraiment. Bah, c'est un peu la technique. C'est un peu la technique à la micro-stratégie, ça. Ouais, mais ça, on a pris le shitcoin Ethereum. Et, ils se sont dit, Bitcoin, ça fait plus bander personne. On va sur Ethereum maintenant. Voilà. Mais c'est sympa quand même. C'est drôle.
On a aussi, alors, j'ai plein de news sur Ethereum en vrai. On a aussi l'Ethereum, le Strategic ETH Reserve. Donc c'est la réserve stratégique d'Ethereum qui est permissionless. Tout le monde, voilà, si tu as envie de déposer tes Ethereum dans la Strategic Reserve, tu peux. Et c'est une sorte de giga réserve qui est quand même à 2 milliards de dollars. Avec voilà, des Coinbase, des Golem, des Gnosis, de l'US Government. Je sais pas ce qu'ils foutent là, mais ok. Lido, tout ça. Et en fait, ça c'est le truc où je suis un peu tombé sur Bankless la dernière fois. C'est qu'ils sont en mode, on va hold un maximum d'Ethereum, on va shame les gens qui n'en holdent pas, on va créer des réserves parce que c'est un actif, c'est une réserve de valeur. Et franchement, ça ira même pas dans le blogcast parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment, tu dis à tes copains, venez, on hold le tous et puis on va moon ensemble. Tu vois, c'est vraiment le truc de même coin, c'est la même stratégie. Et je suis là, mais ouais, si tu veux, sur un cycle, si tu veux, allez. Mais vas-y, et putain, faut pas faire ça. On peut pas tous se tenir la main et dire on va non. Si, c'est ça. C'est comme ça que marché. Hein. C'est fou, c'est si facile. Du moment que c'est comme ça, les gars, pas besoin de prendre des profits. Du moment c'est le pouvoir de l'amitié, les gars. Du moment qu'il y a le pouvoir de l'amitié, c'est Apony. Tu regardes Ekubo qui vient avec son Ethereum. Merci Ekubo, hein. Si tu passes par là, merci d'avoir contribué. C'est vraiment des rois. Hein. Merci, attends, mais je sais pas si je peux te mettre le clip. Moi, j'aurais pas l'audio si je mets le clip. Mais allez voir le clip, enfin, moi je trouve ça incroyable ce qu'il dit. Ils vivent dans un rêve, hein. Vraiment. J'ai vu passer. Tu l'as vu passer? Moi je trouve ça terrifiant. Ouais. Voilà, celui-là. Mais bref, on va pas lancer le débat plus que ça. D'autres news, des news très cool. Parce que, en vrai, Ethereum avance très bien, il n'y a pas de souci. Ils ont pris leur couillasse, ils ont posé sur la table, ils ont dit, on annonce le $1 trillion sécurité, donc c'est-à-dire la sécurité économique à 1 trillion. Et ça, en fait, le but, c'est de rassurer tous les institutionnels à déposer, ou les particuliers, à déposer un maximum de TVL sur la chaîne. Et pour ça, du coup, ils vont se focus sur plein de façons de sécuriser au maximum la blockchain. Parce que c'est pas juste la sécurité économique, en réalité, c'est très complexe. C'est pas parce que tu as beaucoup de sécurité économique que c'est sécurisé sur tous les aspects. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très complexe. Et je trouve ça très cool, surtout qu'ils vont aussi push ce narratif. C'est-à-dire qu'ils vont dire aux institutionnels, ben là, on va maximiser la sécurité, vous inquiétez pas. Et je trouve que c'est très bien, c'est très engageant. Et c'est ce qu'on attend d'une fondation, en fait. Et c'est la première fois qu'on voit l'Ethereum Fondation être un peu... mais après, moi, tu vois, j'ai un peu des doutes parce que moi, je pense que quand tu as le choix entre un Ethereum qui push pour ça et un Solana qui n'a pas le slashing sur sa chaîne, moi, je pense que à partir de là, c'est vachement compliqué de faire un choix en tant qu'instit. Enfin, après, vous me direz ce que vous en pensez, le chat, mais bien entendu, je vanne. Hein, voilà, moi, je trouve ça très, très cool que ça push dans ce sens-là. Et ils créent un peu leur propre narratif, hein, parce qu'au final, c'est un peu... j'ai pas envie de dire que c'est tout ce que Ethereum a, mais j'ai quand même envie de dire que c'est le truc le plus sécurisé, programmable, où on peut faire des trucs. Donc ils ont raison en fait de créer leur propre narratif autour de ça, et c'est juste malin. Bravo à vous les gars pour ça, c'est bien joué. Mais ils ont même pas de compétition en fait. Personne n'est en compétition avec eux là-dessus, donc c'est une highway pour eux. Donc, voilà. Très très cool. Je sais pas s'il y avait une dernière news. Ah si, Fabric. Pareil, c'est le petit moment d'Oliprane du live. Alors Signal Boost. Alors déjà, Fabric, ce que c'est une association pour faire avancer les base roll-up. On n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Ils ont lancé Signal Boost, qui est très cool. En fait, Signal Boost, ce que ça fait, ça permet de se brancher à n'importe quel séquenceur. C'est séquenceur agnostique, donc c'est n'importe quel séquenceur, que ce soit un layer de Invalidium, ce que tu veux. Et ça permet de mettre en relation avec le L1 directement. Ce qui permet de faire des échanges atomiques entre les deux. Donc en français, ce que ça veut dire, c'est que tu peux utiliser tes assets sur le L1 depuis le L2 ou inversement. Inversement, ça n'a pas trop de but, mais ce qui est cool, c'est que du coup, tu peux utiliser Ethereum sur le L2 et avoir les frais du L2. Alors, ce sera sûrement un peu plus cher, mais il y a aussi la vitesse. Donc, je trouve ça vraiment très cool parce que justement, le fait que Layer 2 n'était pas connecté au L1, c'est le plus gros problème des Layer 2 en soi. C'est pour ça qu'on n'a jamais craché sur les network extension de Solana, tout ça, parce qu'ils sont toujours connectés au L1. Donc ça c'est très cool, c'est une très bonne solution et merci pour ça. Voilà. Non, là, messieurs dames, j'ai mal à la tête, du coup moi je vous propose d'enchaîner avec des trucs
beaucoup plus simples, qui sont de mon niveau. Je veux bien entendu parler de Pump Fun. Alors, juste un tweet de Ryan qui nous rappelle que 99% des trucs sur Pump Fun, c'était des Pump and Dump Scheme. Ah bon, sans deck. Merci pour le rappel. Première C'était news. au cas où, si jamais vous aviez un petit doute, on a eu une étude scientifique avec des chiffres et des graphiques. Donc à partir de là, on ne peut que considérer que ce soit vrai. Mais deuxième chose importante, regardez comment ces grands princes de Pump Fun ont décidé de répartir à 50% les revenus de la plateforme avec les créateurs de tokens. Et en fait, non, bien entendu, Grand ce serait prince, pas hein. si simple. Alors excusez-moi, la source c'est Suzu, donc à partir de là, je suis absolument navré. Mais en fait, ils ont juste fait quoi? Ils ont juste rajouté un frais supplémentaire. Voilà. Et c'est devenu 50% parce que il y a juste les frais de la plateforme et ensuite ils ont rajouté la même quantité de frais en plus et eux gagnent toujours pareil et prennent un peu plus dans la poche des utilisateurs. Donc vous, si vous allez spéculer sur les trucs de Pump Fun, moi j'ai trouvé ça fort. En termes de Très communication, moi j'ai trouvé ça brillant. Ça me fait beaucoup rire et comme d'habitude, Pump Fun veut vous faire les poches. Et je vois Lilian qui est là. Bonsoir Lilian, $28 en fait. Donc bref, je te laisse. Non, mais lui, s'il enchaîner. boule poste pas hype, il explose, c'est pas possible. Tous les jours. Ouais, mais $28. Hein. Ouais, mais non, parce que je viens de regarder, il est à 27,7. Donc tu l'as fait dump. Ah, Voilà. là, le fight check. Ah, le fight check. Bref, on avance. La Fluid. Alors, déjà, je vais vous expliquer ce que c'est Fluid. On va passer 30 minutes sur Fluid, il n'y a aucun problème. Alors, Fluid, ce que c'est? C'est un protocole, donc je disais, de lending, borrowing plus DEX. Donc là, je vous ai fait un petit schéma parce que personne s'est fait chier à le faire. Moi, je me suis fait chier, voilà, il est là. Ça, c'est vous. Vous déposez de l'Ethereum. Je sais plus comment on dit en français, borrowing. Pas borrowing, du coup, lending. Voilà. Vous le déposez pour qu'il soit emprunté. Donc, ce qui va se passer, c'est que le protocole derrière va swap en 2 tokens différents, qui va créer une pool de liquidité. Donc, ETH, Wrap, STETH, par exemple. Cette pool de liquidité, elle va servir aux utilisateurs qui vont échanger avec et vont générer des frais. Avec ça, vous allez pouvoir emprunter, de l'USDC, USDT. Vous empruntez en fait une LP et on va vous donner directement un token. Et pareil, cette LP, elle va générer des frais aussi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez à emprunter pour 3,5% d'APR, qui en fait baisse toute l'année en fonction de l'utilisation des LP. Et souvent, tu te retrouves avec, la dernière fois que j'ai regardé, en fait les chiffres là, ils sont sortis de la plateforme, c'était 3,5% d'APR, et une fois que tu retires tous les frais qui sont accumulés, des LP, tu te retrouves à 1,6%. Et c'est pour ça que c'est très très fort, c'est que tu te retrouves à payer beaucoup moins le fait que tu empruntes, juste parce que en fait, les tokens ne dorment pas. Ils sont utilisés tout le temps, ils génèrent des frais tout le temps, toute l'année, et ça paye ta dette. Voilà. Donc je trouve ça, c'est pour ça que je parle beaucoup de Fluid, parce que je trouve ça très innovant. Après, on verra, ils ont eu un peu de FUD récemment. Quelques news. Alors, je vais commencer par... On va commencer par le FUD. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont leur plus grosse pool, une des plus grosses pools, qui s'appelle USDC ETH, qui a perdu quasiment 19 millions en LVR. Ce que c'est la LVR, en fait la LVR, ce que c'est que quand ta pool de liquidité bouge, tu as des arbitrageurs qui arrivent et qui vont profiter de cette différence entre le sexe, parce que le sexe il est instantané. Le problème quand c'est on-chain, c'est que ça dépend de ton block time, donc c'est un peu plus lent, il faut qu'il s'ajuste. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils n'arrêtent pas de bouger entre les deux, entre sexe, DEX. Et généralement, ils retirent beaucoup d'argent de ça, c'est ce qu'on appelle de la MEV. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la pool a été tellement surprise par la volatilité d'Ethereum qu'ils ont fait perdre beaucoup d'argent aux utilisateurs de la pool, pas aux utilisateurs, mais à ceux qui ont déposé de l'argent dedans. C'est-à-dire que en soi, ils n'ont pas perdu de l'argent, ils ont juste gagné beaucoup moins. S'ils avaient hold, ils auraient gagné beaucoup plus d'argent. Donc en soi, c'est une perte. C'est pas cool. Voilà, c'est pas cool. Ça représente quand même 19 millions. Et pour ça, ils ont lock des tokens pour rembourser les gens. Et ils vont sortir la V2 avec ce changement-là pour que ça n'arrive plus. Mais voilà, c'est ça qui a créé du FUD. Et aussi le fait qu'en fait, on a tellement... Vous l'avez peut-être pas vu sur votre timeline, mais moi je le voyais tout le temps, tous les jours. On a tellement mis Fluid en avant, et c'était un peu les rois de la DeFi ces derniers mois, que là tout le monde leur est tombé dessus au moindre FUD, parce que aujourd'hui ils dérangent un petit peu. Voilà, c'est des gens qui rentrent en compétition avec des leaders. Comme je vous disais, il y en a qui sont en sueur en ce moment. Donc là, tout le monde leur est tombé dessus, ils ont pris une vague de giga FUD.
Et voilà, c'est comme ça. De toute façon, c'est l'univers crypto. Et Je sais pas si Dargo t'avais un qui truc à dire. demande, alors, j'ai juste 2-3 petits trucs, mais Dargo qui demande c'est de l'hypermanote loss ou c'est différent. Je te laisse répondre. De ce que j'ai compris, j'ai cru que c'était ça. Après, C'est pas. genre, Ouais. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ressembler. Après, c'est genre dans les détails précis, ça doit être différent, mais dans l'idée, ça doit être ça. Je sais plus ce que ça veut. Attends, je regarde la définition de LVR. Loss versus rebalancing, voilà. Donc en fait, oui, c'est ça, mais ça met surtout, c'est surtout à cause des arbitrageurs qui en abusent et leur impact. Mais ouais, je saurais pas définir exactement la différence entre les deux, c'est très intéressant. J'essaie de regarder après l'émission. De quoi nous faire un article très bientôt, et Lilian qui nous dit de regarder le tweet que je te montre là. Si jamais vous voulez bourreau du Go, c'est 0, voilà, sur Fluide. Bah, ça coûte moins cher que sur AAV, alors que c'est le stablecoin de AAV. Voilà, pour AAV qui a la goutte. Voilà, les 15% de perte de TVL depuis le début du mois, on va pas demander où est-ce qu'ils sont partis parce que ça va être encore tout un débat. Mais oui, Fluide c'est ultra intéressant, il y a plein de choses à faire pour tous les gens de la DeFi, ça marche bien, alors ça marche bien. Ça marche des fois moins bien que d'autres quand ça bouge très très vite, mais ça reste cool et j'aime bien leur mécanisme overall, quoi. On aurait pu parler aussi de l'article qu'a écrit Hawk. Alors c'est pas nous qui l'avons écrit, mais au moins c'est français. Voilà, et je l'ai agressé pendant un mois pour qu'il l'écrive. Donc c'est sorti, ça y est. Alors attendez, faut que j'essaye de me retrouver sur le site parce que moi je trouve pas le Et tant que tu cherches... Bâtard. Voilà. Non, il est super ce site, regardez, un fluide overview. Hop, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans les différents chats et vous retrouverez ça aussi dans le document en description du live. Si jamais, il y a plein de pages, il y a plein de mots et on vous explique plein de trucs super et je vous invite à lire si jamais vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Et c'est écrit par le brillant Lilian, je crois. Je crois que c'est lui qui l'a écrit celui-là. Oui, c'est lui. Donc voilà, je vous invite à lire, ça fait jamais de mal d'apprendre des trucs. Et normalement, on devrait les avoir en interview. Voilà, c'est pas pour ça que je vous en parle. Moi, en fait, je suis allé les chercher parce que je les aime bien. C'est pas l'inverse, c'est pas parce qu'ils sont venus que j'en parle. Mais ça va créer au moins une interview sympa, je pense. Et je pense que ça fait partie. En fait, moi, je le vois un peu comme Morpho. C'est le nouvel acteur innovant qui disrupte un petit peu le marché et c'est très important d'en parler et personne n'en parle. Donc voilà, vous en réentendrez parler dans cette émission, je pense. On continue sur Fluide, ils ont fait 23,3% de tout le volume sur Ethereum. Donc c'est juste après Uniswap qui est à 35. C'est pour vous dire à quel point ils sont big. Et c'est que le DEX, parce que Uniswap c'est juste un DEX. Eux c'est un DEX plus lending, borrowing. Donc en fait, voilà, tu prends Uniswap, tu prends AAV, boum, ça te fait Fluide. Voilà. Ils ont les deux. Donc c'est très intéressant. Et apparemment ils vont devenir multi-chain. Alors eux ils disent Solana, je sais pas. Ils vont être multi-chain dans le V2 à partir du 19-23. Donc ça va être bientôt. On aura une annonce sur une autre chaîne, on ne sait pas encore laquelle. Et ils acceptent aussi le XOT. Je vais l'appeler le XOT, j'aime bien le XOT. C'est le XOT. C'est le dollar de Tether, le XOT. Exactement. Non, c'est le gold de Tether. J'ai dit le dollar, pardon, oui, le gold, pardon, le gold. Le gold de Tether. Donc vous pouvez acheter du gold back par Tether et la vente collatérale sur Fluide, ce qui est très très cool. Ça c'est banger. Ça fait banger. Pour ceux qui aiment le gold, bon, même si vous avez le nouveau or qui est le Bitcoin, si vous êtes un peu plus traditionnel, que vous êtes des trad investors, c'est bien aussi de l'avoir et je trouve ça cool. En vrai, parce qu'en plus, l'or on-chain, pour être honnête, à chaque fois que tu as envie de faire un truc avec, tu sais pas quoi en foutre. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas fait pour. Je vous jure que il y a très très peu de protocoles où il y a un truc pour mettre de l'or. Et ça, c'est relou. Enfin, c'est relou quand on veut l'utiliser. En vrai, si tu prends 2 secondes là, va sur le BTC versus Gold. Parce que en vrai, ça me donne juste envie d'acheter du Gold, emprunter du BTC. Putain, c'est vrai qu'il est malin. Ça réfléchit ici, hein. Ça sent le cul ou pas? C'est... c'est impressionnant. J'aurais dû regarder dans l'autre sens. Ah bah oui, faut pas qu'elle soit baissière, les gens vont pas comprendre. Oui, bah ça va, chacun son rythme. Tac. Je voulais faire ça, hop. Tac. Ah, mais je vois que tu l'as travaillé en plus. Tac. Bon, écoute, hop. Voilà. C'est pas beau.
Ah, mais tu ne le montres pas. En fait, là, il n'y a que nous qui le voyons. Ah merde, putain, pardon. Okay. C'est pas grave. J'ai pas mis l'écran, pardon. J'attendais que tu la mettais, mais il n'y a pas de souci. Ah oui, je me disais aussi. Pardon, excusez-moi. Tac. Bah, c'est vrai que ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Alors, si on peut le mettre dans l'autre sens, si vous pouvez le mettre dans l'autre sens, hein, si jamais vous avez envie. Tac. Mais t'es BLX C'est quoi ouais, BLX? Mais c'est truc de Bitcoin, genre. Ah, ok. Le plus représentatif du vrai prix, mais c'est juste par habitude. Mais voilà, quand je les compare. Okay. C'est vrai que ça donne envie. Hein. En vrai, voilà. Si c'est pas beau, regardez-moi ça. On va aller break soon là. Puis moi, franchement, je fais partie des gens qui pensent que là, ces 5-10 prochaines années, Gold, BTC, il va enculer Gold. Hein. Sur du long terme. Ouais. T'as l'air bien y a même renseigné, pas. Ouais. Il a l'air bien renseigné. Bon, en tout cas, les NFA, Dior, etc. Il y a une giga résistance là en fait, non? Oh, le jour où ça casse, mon pote. Qui sait? Ah ouais? Putain, je l'avais pas vu ça. Qui sait? Ouais, mais après, c'est parce que là. Ouais, t'es en log. Je me remets en log. Non, en vrai, par contre, la strat est folle. Hein. Merci Fluide pour les travaux. Hein. Bon, écoutez, si vous voulez faire de l'argent gratuit, on vous laisse ça de côté. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Tac. Est-ce que j'ai le droit d'avoir quelques news, moi? Non, c'est bon, j'ai fini. Vas-y, je finis. Ok, Bénef. Tac. Je voulais parler, moi, cette fois, de Kaito. Bam. Kaito qui nous fait une espèce de revival. Tout le monde en parle. Voilà, c'est simple, tout le monde en parle. Il y a plein de campagnes partout sur Kaito. Tout le monde parle de Kaito. Kaito, c'est génial. En même temps, Kaito, c'est quand même vachement sympa quand même, on va pas se mentir. Là, par exemple, on vous parle de Kaito X Virtual, où en fait, vous allez pouvoir gagner tout simplement des tokens, en fait, tout simplement, à partir de l'activité que vous faites en parlant de virtual. Tout simplement. La méta du Yak to Earn qui continue. Pour tous ceux qui farment des airdrops, je ne peux que vous conseiller de vous mettre sur cette méta, puisque ça a l'air très très bien. Là, on parle de Kaito, mais si on va sur Kaito... c'était quoi? C'est Earn, je crois. Tac. On va retrouver ça rapidement. Vous avez plein de campagnes en cours. J'ai vu DYDX qui avait lancé sa campagne aussi, etc. Kaito Earn, c'est la Reward Station, j'ai oublié le nom. Vous avez plein de trucs qui se lancent. On a Infinex, on a Wayfinder, on a C, etc. Si jamais vous voulez japper un petit peu, histoire de gagner des points, vous avez le droit. Je vois qu'il y a des nouveaux trucs qui sont apparus aussi. Ok, intéressant. Donc écoutez, voilà, la méta Kaito qui continue, et en plus de ça, on a eu un petit post qui nous a fait sourire en off. Ils nous ont avoué le fait qu'ils avaient peut-être engagé un market maker au tout début du lancement du token, et qu'ils avaient arrêté le contrat avec ce market maker. Il y a il y a 3 mois maintenant, 2 mois et demi à peu près. Donc voilà, on le voit sur la chart, hein. Ça a marqué le top, l'arrêt du contrat, si tu regardes. Je pense que ça a été net. J'ai pas vérifié, on va regarder ça ensemble. Mais du coup, c'est le même. C'est Web3 Port qui est le même que Move. Avec tout le scandale de Move qu'on avait expliqué, c'est toujours le même qu'on retrouve. Vraiment, fils de. Voilà. Toujours les mêmes. Je peux pas dire, ma maman regarde. Mais... C'est toujours. Ah mince, attendez, je suis en inversé. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Tac. C'était le 27, je crois. Voilà, 27. Ouais, voilà. Après, on était. Je crois qu'on était déjà avancé dans le marché, mais ouais, effectivement, tac, bam, arrêt du contrat, rideau, moins 50, moins 70%, carré. Après, est-ce qu'ils en ont pas repris un? Parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait là récemment, la chart... Et j'ai envie de te dire... J'accuse pas, hein. J'en ai du Kaito. Les miens sont toujours stakés, ils sont toujours bien au chaud de ce côté-là. En tout cas, bon, ils nous ont avoué qu'ils avaient fait de la merde, pas vraiment, un market maker avait été engagé, etc. Donc, écoutez, voilà, faites attention, comme d'habitude. Ouais. Eux, ils l'ont avoué. Ils se sont dit, oula, alors attendez, ça chauffe un peu du côté des contrats de market maker et tout ce bordel. On va prendre les devants histoire de pas se faire fumer. Donc voilà, ça fonctionne comment les contrats de market maker comme ça? Pour faire simple, alors, on sait pas trop, mais... à la base, un market maker, c'est juste un truc qui est censé être normal. Enfin, c'est genre un mec qui met de la liquidité un peu plus haut, un peu plus bas, et c'est juste pour que toi, t'aies pas du slippage à la con en permanence. Un market maker, à la base, c'est vraiment fait pour faire son taf, c'est-à-dire mettre de la liquidité. Et parfois,
ça dérive un peu, où ils passent des accords avec les projets en disant que oui, si jamais on arrive à atteindre une telle market cap, une telle FDV, grâce à toi, que tu accumules un peu et que ceci et que cela, on peut peut-être te filer des sous et comme ça, nous, on sera content d'avoir un beau token qui se lance bien. Puis après, Inch'Allah, c'est entre les mains de Dieu. C'est ce qui s'est passé sur Movement, c'est ce qui s'est passé sur Kaitola, etc., etc. Mantra. Sur Mantra, sur sûrement des tas d'autres trucs que vous connaissez pas, sur Layer, qui sait, bref. Et quand ça débranche les algos et que ça part en vacances et que c'est payé, rideau, moins 70%, fin du bal. Mais à la base, il faut savoir que les market makers, c'est absolument pas fait pour manipuler. Enfin, en théorie pure, c'est pas fait que pour ça. C'est vraiment juste à la base un mec qui fournit de la liquidité et qui fait de l'arbitrage sur ton token. Enfin, voilà. Bref, voilà, ça fonctionne comme ça, market maker. En tout cas, sur la crypto, ça fonctionne comme ça maintenant. C'est un peu le Far West. Hein. Mais quand vous voyez un token en up only, alors qu'il n'y a pas de news particulière, que le token n'est pas forcément adopté, ou que ça sort de nulle part, comme Mantra, tu vois. Voilà. Non, mais Hyperliquid, on sait pourquoi. Mais quand on sait pas pourquoi, c'est que déjà, il faut se méfier. Ouais. Putain, le market maker Hyperliquid, il fait un boulot. Oh là là, il est très très fort. Hein. Très très fort. Hein. Très très fort. Vous me donnerez son contact à celui-là et vous me le... Hein. Voilà, bref. Pour fluidifier le marché, exactement. Je te laisse enchaîner. Ah, t'as plus rien. Ah, moi j'ai fini. Moi, toi, t'as baragouiné. C'est à moi d'enchaîner quelques petits trucs en fait. Exactement. Tac, j'enchaîne moi du côté justement du Saint Token. Bam bam. Avec Hyperliquid, alors. Le Saint Token, Ameno. Le Saint Token qui a eu le sol natif sur le marché spot. D'ailleurs, le marché spot de Hyperliquid, alors j'ai pas énormément de news à vous partager sur Hyperliquid, mais c'est juste un petit reminder que d'ailleurs vous pouvez aller farmer Unit. C'est ce là. Unit à farmer, c'est très très simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous allez sur Unit. Est-ce que j'ai le droit d'avoir. Voilà, je vous ai fait un tweet il n'y a pas très longtemps. Tac. Voilà. Il y a 3 étapes à faire, il n'y a pas grand chose, etc. Vous utilisez le spot d'Hyperliquid, vous transférez sur Unit avec le front-end et vous faites 2-3 trucs sur l'Hyper EVM avec vos tokens de Unit. Ça fonctionnera très très bien, vous serez très très heureux. Et vous allez peut-être gratter des tokens gratuits si vous holdez genre de l'Ether, du Sol, etc., du BTC. Juste le fait de les transférer à travers Hyperunit, ça peut vous faire gratter, je sais pas, 3-4% sur vos tokens. Enfin, c'est vraiment de l'argent gratuit, donc je vous encourage. En tout cas, moi je le fais, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Et concernant les volumes d'Hyperliquid, on reste quand même sur quelque chose de ultra solide. Est-ce que c'est ce dashboard-là? Est-ce que je vais avoir le droit au bonheur? Voilà, tout de même. Où on est quand même à 30% des volumes spot de Binance. Et on a toujours... ce qui est monstrueux. Hein. On a déjà vu ça avec Capet sur Coin Academy. Je sais même pas comment c'est possible que... c'est surtout parce qu'il y a BTC, ETH, Sol, etc. et que le reste des tokens font très peu de volume, mais que ce soit 33%. Mais spot, hein. Ils prennent pas le perp en compte. Là, c'est spot. Sinon, c'est 10% avec le perp. Il me semble, j'avais vu un tweet à l'époque. Ce qu'on voit à droite là. D'ailleurs, là, ça stagne pas mal avec l'augmentation des volumes, etc. Mais c'est énorme. On galère à passer, ça reste 8 à 10% grosso modo. Ça reste absolument exceptionnel. Donc voilà, du côté de Hyperliquid, ça continue très très bien. Du coup, j'enchaîne, moi, il me reste pas mal de trucs à voir avec vous. On a Robinhood qui a acquis un Layer 2. Alors, WonderFi, que je connaissais pas outre mesure, je tape dans le micro, excusez-moi. WonderFi, du coup, un Layer 2 classique, etc. Tu m'as dit que ça fonctionnait avec du ZK de ce côté-là. Je suis pas allé regarder du côté technique pour voir un petit peu ce qui s'y passait. En tout cas, on avait déjà parlé de Robinhood l'année dernière, en tout cas fin de l'année dernière, on avait les rumeurs qui étaient en train d'arriver autour de ça, comme quoi ils allaient avoir leur Layer 2. Ils ont acquis un Layer 2 directement, ils vont sûrement le rebrander, etc., nous faire le Inc, le Base, etc. de Robinhood, et peut-être qu'on aura des trucs sympas qui vont se créer dessus. J'ai hâte de voir. Du côté de EigenLayer, ou plus précisément d'EigenDAI, on est passé du coup... alors c'est sur testnet, mais ça sera soon sur le mainnet, j'imagine, à 50 mégabits par seconde de data. C'est 2 fois plus que ce qu'il y a maintenant. Si vous prenez, d'ailleurs j'en profite, on a sorti l'interview avec EigenLayer et EigenDAI Matt Murray qui travaille chez les deux. Est-ce que je vais avoir le droit de retrouver l'interview?
Bam, bam. Voilà. Euh, Tac. Voilà, on vous l'a sorti en VO et en VF comme d'habitude. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans le chat. Bref, du coup, Eigenlayer qui a doublé sa capacité, en tout cas qui va la doubler très très bientôt. On a vu, on a des projets comme MegaETH et comme Soon qui sont en train d'arriver très fort, donc ils ont besoin de beaucoup de data. D'ailleurs, petite parenthèse, on a aussi des incentives sur Soon qui vont arriver en partenariat avec Eigen. Je suis pas allé regarder dans le détail, etc. Ce qu'il y a dans le post. Ça, en gros, grosso modo, c'est vous allez déposer sur Soon, vous pouvez gagner du Eigen. Moi, je trouve ça très très cool, etc. Ça montre. Soon va essayer de développer un écosystème, développer de la TVL, etc., etc. Si jamais vous voulez farmer le yield, c'est une opportunité que vous avez là, je vous la place. Là-bas, je voulais pas en parler, mais j'en profite rapidement. Un petit mot sur EigenDA, Joe ? J'ai pas suivi, j'étais en train de lire autre chose. Il a pas suivi, c'est parfait, j'enchaîne. Avec moi, le token MetaMask et les enfants, le meilleur token de tous les temps, c'est fou. Écoutez, la rumeur, je crois qu'on a vu des rumeurs de tokens les dernières aussi. Oui. On a un cofondateur qui dit que c'est envisageable. Alors, il s'est rappelé que ça pouvait faire de l'argent magique. Directement dans la pocket. Du coup, peut-être qu'on aura un token MetaMask. Pour le moment, on vous le rappelle, il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de vrai token de lancer ou quoi aux caisses. Donc, pas de scam, ne vous faites pas scammer, etc. Il n'y a pas de token. En tout cas, voilà, la méta des tokens qui continue sa route. Est-ce qu'il me reste des trucs Tac, tac. Oui, il m'en reste. Du côté du RWA, tu crois qu'ils en lancent un, Rabi suivra potentiellement. Ça paraît logique, même si on ne sait jamais, mais ça paraît logique. Du côté de BitTensor, on a Layer 0 qui a créé son intégration, qui va permettre de utiliser les tokens directement sur BitTensor. On sait qu'il y a l'EVM qui est développé sur BitTensor, bien qu'elle soit quasi inexistante à l'heure actuelle. Il faut quand même le souligner. Ça reste cool de voir que c'est Layer 0 qui quand même fait ce pas-là. Donc peut-être qu'on va avoir un peu plus de trucs sur BitTensor. Maintenant qu'on a les rails, il manque plus qu'à faire les applications dessus, les utilités. On verra ce qu'il s'y passe. Starknet qui est passé en Stage 1. Alors je pensais qu'il l'était déjà, mais il ne l'était pas encore. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils y sont enfin sur ce côté-là. Starknet qui encore une fois joue sur les deux tableaux, à la fois sur Bitcoin et à la fois sur Ethereum. Le but c'est de se développer un petit peu partout, bien que l'activité du réseau soit tout à fait modeste, pour ne pas dire très légère. Ils essayent quand même d'avancer du côté de la pure tech, donc ça reste sympa. Et je terminerai avec les amateurs de RWA, et plus précisément de centrifuge. Si jamais vous holdez du CFG, faites gaffe, vous avez une migration à faire, parce que on aura du coup, le token passe d'une parachain Polkadot à Ethereum. Voilà, tout simplement. Donc, changement de réseau, tout ça. Si jamais vous voulez pas perdre vos tokens, comme ça a été le cas avec Maple quand ils ont fait la migration, et les gens aujourd'hui ne peuvent plus échanger l'un vers l'autre, le Maple vers le Syrup, je vous invite à le faire. Tac. Ça va réouvrir d'ailleurs. Hein. La reconversion, ça va juste s'ouvrir 48 heures, je crois, pour les retardataires. Parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes quand même. Ouais, c'est le nombre de gens qui se sont plaints de ça. Après, j'ai envie de dire que ça fait 6 mois des mois. Au courant, c'est bon. Mon ref, t'es pas concentre Trao, mon ref, ça va pas du tout. Du coup, voilà, vous avez le lien de la gouvernance que je vous ai mis dans le chat, que vous aurez aussi dans la doc. Si jamais vous avez du CFG et que vous voulez pas perdre vos tokens, la migration, hop, elle se passe ici. Et voilà, écoutez, moi j'ai fait le tour de tout et je voulais appuyer sur le fait que quand même Centrifuge s'est déplacé vers Ethereum alors que c'était une parachain sur Polkadot. Et ça fait bizarre. J'ai fait un tweet, je vous le montrerai, un tweet justement sur les écosystèmes abandonnés, et quand vous allez voir les commentaires, c'est assez hallucinant. Je vais juste revenir sur ta news Robinhood avec la Layer 2 qui sont achetés, parce que je suis allé chercher un petit peu de data. Ils ont en ce qu'on appelle AUC, donc Asset Under Custody, 204 milliards en AUC, et ils font un volume sur les equity de 144 milliards par mois. C'est pas par an, c'est par mois. Donc voilà, c'est juste pour dire à quel point Robinhood, c'est pas n'importe qui, c'est quand même des très grands noms du sexe.
Et les voir débarquer sur un layer 2, bah voilà, c'est assez ouf, je trouve. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, je suis un enfant, c'est le très grand nom du sexe, ça me fait beaucoup rire. Ah d'accord, ça se fait rire. Oh putain, pardon. On n'est pas Pardon, sorti. c'est la fin de semaine, bref, c'est la fin de semaine, excusez-moi, pardon. C'est ça. Je vous en Faut prie, prendre des allez-y. vacances. Hein. Ouais, non, je t'en prie, continue. J'ai fait ce petit truc, je voulais parler un peu de ça parce que ça a beaucoup trigger de gens. Voilà. Au départ, j'ai dit, si vous croyez encore aux écosystèmes de Cosmos, Polkadot, Cardano, Multiversix ou Avalanche, vous êtes d'élus. Voilà, je vois pas un jour sans qu'un projet quitte ces écosystèmes. Et ça a créé un petit peu de débat parce que les gens sont très émotionnels en fait. Surtout les gens qui sont là depuis plusieurs années, ils ont appris à aimer Cosmos, Polkadot, Avalanche, et souvent leur timeline est remplie de gens qui aiment aussi ça. Et du coup, ils sont un peu dans leur bulle en pensant que ça avance. Et en fait, ça avance pas du tout. Là, j'ai des vraies datas parce que j'aime bien quand même venir avec des preuves. On a ici le rapport de A16Z, donc c'est pas n'importe qui, sur 2024, qui montre un peu le nombre d'active adresses en crypto. Et voilà, on voit Base, on voit Binance, la BNB Chain, pardon, Ethereum, Polygon, Arbitrum, OPI, que des layer 2. Il y a Avax quelque part, il y a Phantom, et c'est vraiment au fond du tableau. Et pareil, alors là, on a aussi Solana dans les non-IVM. Solana, NIR, Tron, Bitcoin, Ton, Sui et Aptos. Donc tout ce qui est récent, forcément, ça marche mieux. Et on a aussi dans le... Donc ça, c'est le builder interest, parce qu'il y a des... Pareil, je suis parti en débat avec des gens parce qu'ils me montraient qu'il y avait des développeurs et tout. En fait, les commits, ça ne vaut rien. Il vaut mieux regarder les intérêts des développeurs. Et on voit que les développeurs ont plus intérêt à venir sur des Ethereum, des Solana, des Base, Arbitrum, Polygon, Optimism. Mais tout le reste, là, on les voit pas, en fait. Je sais même pas où ils sont. Ça doit être une des petites bulles, là. Donc, en fait, faut comprendre. Et pareil, l'argument de oui, mais Berachain est sur la stack de Cosmos, Initia aussi, Nion aussi. Ça n'apporte rien, en fait. C'est pas parce que tu utilises la même stack technologique que tu apportes à quelque chose. Parce que sinon, ça voudrait dire que Monad apporte quelque chose à Aptos et fait partie de l'écosystème Aptos parce qu'ils ont la même stack. Ils utilisent... Ça marche pas comme ça en fait, c'est juste du code que tu peux trouver gratuitement. Moi-même je peux l'utiliser, ça veut pas dire que je fais partie du Cosmos. Et voilà, je suis désolé pour les Cosmos fans, moi je trouve que l'idée de Cosmos est décédée. La stack elle est toujours là, elle est toujours bien utilisée, mais Berachain s'est jamais vanté par exemple d'appartenir à Cosmos. Et toutes les chaînes qui utilisent la stack ne se vendent plus en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut avancer. Et je trouvais ça marrant de voir un peu les réactions des gens. J'ai vu que ça trigger beaucoup de gens, mais encore une fois, c'est très émotionnel. C'est normal, quand t'aimes un écosystème, c'est dur à voir. Totalement. Ah, voilà. Je trouve ça très intéressant. Et remarque de Nicolas très intéressante sur le Sire-Up. Effectivement, on pourrait se dire peut-être que le Sire-Up va dump parce que les gens vont pouvoir migrer. Rassurez-vous, je pense que l'effet sera relatif. Oui. Je suis quand même allé vérifier, mais hop, dans le Maple... là, je suis sur le contrat du coup du Maple On-Chain. On voit qu'on a maximum 11% de supply qui serait potentiellement réutilisé, enfin genre remigré. On voit qu'il y en a 88,4% ici. Si on prend toutes les adresses qui sont mortes, les trucs, les machins, etc., on est sûrement à beaucoup moins que ça. Je tablerai sur maximum 10%. Et en termes de capitalisation, le Sire-Up, il est à 360... Putain, il a bien poussé. Évidemment, tu me diras en même temps avec le pump récent, c'est normal. Sur une capitalisation de 380 millions, les 10% de FDV qui sont là, alors du coup ce serait 10%, tac, ce serait genre allez, 30 millions à peu près à la louche de tête, vu que la FDV, ouais c'est ça à peu près. Donc je pense que ce sera négligeable, et si jamais ça doit arriver et que des gens prennent des profits, ce sera genre temporaire, et si ça corrige plus fort, c'est que c'est lié à une panique de marché plus grande. Enfin, je pense vraiment que l'effet sera nul, pour être honnête. Voilà. Ok, carrément. En tout cas, très bonne remarque. Bah écoutez, on a parlé de tout. Est-ce qu'il nous manquait des choses? Je vérifie. Ah si, attends, il nous manque juste les nullards de la semaine. V2, les derniers. Quoi? Il nous manque encore des C'est ma partie préférée, moi. C'est un peu mon petit plaisir perso. Cette semaine, on parle de qui? On parle, comme toutes les semaines, de Movement, parce que, c'est rigolo, et que Movement, ils nous font rire toutes les semaines. Là, c'est quoi? Tout simplement 10% de la supply du token qui était donnée aux insiders gratos, et que personne n'est au courant.
Voilà. Voilà. Même les investisseurs privés, premier round, seed, etc. Personne ne savait. Genre, voilà. C'était vraiment un griffe. J'arrive à la fin, champion. Horizon, c'est pas terminé, c'est pas du tout terminé. Tu arrives à la fin des news, seulement. Reste avec nous, on t'en supplie. Donc voilà, 10%. Écoutez, ça c'est encore l'écosystème and growth qui part. Hein, c'est gratuit, c'est donné par la fondation, ça fait plaisir. Et cette fois, on parle de Scroll. Scroll, les enfants, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Scroll, hein, preuve qu'ici passe sûrement pas grand chose. Qu'est-ce qui c'est? Est-ce que tu veux nous raconter, Joe, rapidement la petite histoire? Déjà, je vais vous rappeler que Scroll, quand c'est sorti, moi je m'en souviens à l'époque, on disait que c'était les plus grands chats, c'était les meilleurs, la meilleure philosophie, c'était trop fort. Et ils avaient cette belle image qu'ils ont réussi à détruire en l'espace de 6 mois. Là, actuellement, plus personne n'utilise Scroll. Ils ont levé de l'argent, je crois qu'ils ont levé 80 millions, un truc comme ça. Ils ont levé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, hein. Parce qu'à l'époque, le ZK, si tu lançais une layer 2 ZK, tu levais beaucoup d'argent. Oh, le roi du pétrole. Combien? Magnifique, Ouais, 80. 80 plus... à une valuation de 1,80 1,80 milliard. 1,8 milliard. C'est peut-être à un peu sous l'eau, 800 000. Hein. Pardon, c'est à 1 milliard 800 millions. C'est pas... Et aujourd'hui, c'est à combien? Bon, 400 millions. Chef. Solide, Bon, bref. moins 75% pour les VC, vous n'êtes pas les seuls à prendre des moins de 75% les enfants. C'est bien fait. Et du coup, ce qu'ils font là, c'est qu'ils sont en train de tous lancer un autre projet qui s'appelle Open Economy. Et on les voit tous interagir et tout, comme s'ils n'avaient pas de projet en fait. Alors que les gars, putain, ça fait 1 an que vous avez levé, ça fait 1 an que vous avez... Non, ça fait 1 an que vous avez un produit en fait. Et c'est terrible de voir ça. Juste, ils sont passés à autre chose. Ils se sont dit, ah, il n'y a plus rien à Milk. De toute façon, plus personne nous trust, bah, on s'en barre. Et voilà, c'est triste. Hein. C'est triste, mais c'est terminé mon soir. En tout cas, la crypto, les gars, c'est super. Quand vous voulez faire des sous, et on vous en donne autant que vous voulez. TVL de Scroll, 70 millions, solide. Solide. 7 millions sur les DEX volume. C'est quelque chose. AAV qui mange très très fort, 1400$ de frais payés sur les dernières 24 heures. C'est waouh. Des statistiques, moi, qui me font tomber à la renverse. C'est magnifique. Active Adresse, t'as vu 6000 personnes. Non, j'ai même pas vu. Active Adresse, 6000. Putain, ça fait déjà beaucoup, 6000. Hein. C'est énorme. Putain, c'est comme si tout mon compte Twitter était sur Scroll. Bravo à vous. Bravo l'équipe pour Scroll. Vous êtes vraiment généreux, vous êtes les meilleurs. Ne changez rien. Allez, poubelle, ça dégage. Rideau. On commence à bien faire et conneries aussi. On peut plus. En tout cas, j'aime bien. Ça me permet de me rappeler cet écosystème de Golem. Même du côté des projets, c'est vraiment un truc que j'adore. Ça fait plaisir. Et il n'y avait pas d'autres news? Cette fois, c'est fini. Pour de vrai. Ah. Ok. Tac. Bon bah voilà. J'ai vu quelqu'un qui parlait un peu plus tôt de Saul. L'ICO de Soul. Alors putain, ça date. Je crois que je vais pas remonter. Si jamais la personne est encore là, effectivement, il y a l'ICO qui est live. Maintenant, alors vous savez, l'ICO de Soul, elle fonctionne comment? Alors je suis pas payé par Soul, non, juste je regarde comment le truc se passe. Est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Je suis juste, c'est moi, aigri, qui vous dit si je le fais, si je le fais pas, non. Pour moi, je pense que ce que la plupart des gens vont attendre de faire, c'est d'attendre de voir à la fin de la public sale combien il y a de levées. Parce que ça sert à rien de mettre ton argent maintenant, sauf si tu as une très grande confiance dans le protocole Soul. Alors Soul, je le rappelle, c'est un AAV Omnichain, voilà, pour faire dans les grandes lignes. Peut-être que j'en parlerai sur X ou quoi. J'ai vu des gens qui sont intéressés. Peut-être que je me tâterai à le faire. Ou sinon, je crois qu'il y a même un truc sur Oak Research encore, non? Sur Soul, il me semble. Oui, sûrement. Il me semble. Hein. Si jamais... Oui, je crois que je l'ai déjà repartagé la semaine dernière. Il était là, c'était le troisième. Ouais, mais je préfère la barre de recherche. Moi, c'est plus efficace. Pardon, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le chat. Moi, la seule chose que je vais faire, c'est d'attendre la fin de la sale, disons à J-1, J-2, juste pour voir le montant qui a été levé, parce que c'est à partir de ce montant-là qu'on pourra voir à combien est-ce qu'on investit. Donc, dans l'idée... Genre s'il y a, je sais pas, alors là j'ai calculé, si ça s'arrête à 235 millions, la FDV elle est ridicule, c'est genre 8 millions la FDV, un truc comme ça de tête. Enfin c'est trop fort rien, donc sûrement que ça va augmenter petit à petit, c'est à regarder avec le temps, voir si... T'as dit 235 millions 235 J'ai dit 235 000, j'ai dit millions. T'as dit millions, c'est pas grave. Bah,
C'est Ah, c'est pour ça que 235 j'ai 000 revérifié. et une FDV à genre ridicule à quelques millions, tu vois. Voilà. Si jamais je me suis gouré, my bad. Et voilà, grosso modo, j'attends de voir ce que ça donne. En gros, vous divisez le currently raised par le nombre de tokens distribués. Donc c'est 25%. 25% de la supply, donc 25 millions de tokens, vu que la supply est de 100 millions. Vous divisez par le montant levé, ça vous donne la FDV, vous investissez pas, bam bam, c'est vous qui décidez. Et moi j'attends juste de voir comment ça se déroule dans les... Enfin en gros la semaine prochaine, parce qu'il reste 10 jours, donc ça sert à rien de mettre du capital maintenant à l'aveuglette. Voilà, tout simplement. Ok, très très clair. Très très clair. Tac. Est-ce qu'on a loupé des petites questions? J'ai pas l'impression... Je crois pas. Linéa, ils deviennent quoi dans le même style? Bah Linéa, c'est pareil. Linéa, token, t'inquiète, ça arrive. Ils vont encore nous donner ça à un top de marché. Franchement, je pense que le TGE Linéa, les gars, clippez, c'est sûr et 100%, c'est 100% sûr et certain. Je suis sûr le TGE Linéa, ça arrive sur un top de marché. Genre top local, peut-être même top de cycle, qui sait. Genre, ça me paraît, ils ont tellement mis que tout le monde, mon dieu. En tout cas, la TVL, solide, hein. Oh là là. Putain, moi j'ai des LXP depuis je sais pas combien de temps. Terrible. Oh là là, et 150 millions la TVL, ça pèse, hein. Maman. Ça pèse. Hein. On voit même pas les active users. Il y a peut-être Non. personne. Qui sait. Terrifiant. Le Zk, c'était le turfu, bah. C'est toujours le cas, hein, mais ce sera, franchement, très honnêtement, je pense juste que le Zk, c'est un poil trop tôt. Mais quand Ethereum passera en full Zk, donc c'est-à-dire dans une dizaine d'années, tous les trucs ZK vont devenir à la mode. Et ça va être stylé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça sera avant, mais... on a eu la hype Layer 2 et la hype ZK en même temps. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une hype? Bah t'as des teams qui n'ont aucun talent, qui se disent venez, on lève 80 millions. Surtout qu'une Layer 2, c'est super simple à lancer. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde se barre. On sait pas quoi faire. Tout le monde a mangé dans la team. Super simple à lancer. Faut faire un site internet. Faut acheter le nom de domaine. Pardon. Faut payer un mec pour faire la com. Faut faire des vidéos sur X. Ensuite, faut payer Binance. Donc là, déjà, bam, le chèque, c'est pas toi qui le fais, donc compliqué. Non, c'est un peu de boulot, les gars. C'est 80 millions, c'est largement payé. Non, attention. Fais pas ça n'importe comment. Ils ont peut-être pas levé assez, en fait. Je pense que c'est ça le problème. Ouais, j'ai levé 80 millions de plus. Bref. Est-ce qu'on se fait un petit point sur les prix, les enfants? Ça vous intéresse, les prix? Oui. Allez, je me réponds à moi-même, comme ça on commence. Alors, c'est le moment où je vais faire la sieste. Voilà. Impeccable. Alors, on est dans une période charnière. Voilà, c'est bon pour vous, on va commencer sur ça. Hop. On va commencer par... Tac, je vais juste m'agrandir un tout petit peu ça. Bam, bam. Déjà, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que d'un point de vue TradFi, on est reparti comme en 40. Et quand je dis comme en 40, c'est qu'on est quasiment à la tèche du mois de décembre. Enfin, février, décembre, double top, etc. Très honnêtement, sur la TradFi, on commence à être bouillant, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à chauffer sa race. Pour être honnête, qu'on soit déjà retourné au truc où on était en février, de là où on vient. Alors, autant j'étais bullish. Alors, sur les précédents streams, depuis qu'on a reflip les 5600, grosso modo, j'étais en mode, bon bah fair enough, on est bull, machin, ok. Qu'on soit revenu aussi rapidement, alors surtout qu'on a réintégré notre range 100 000, 6000, pour moi il y a beaucoup de chances qu'on aille au moins retoucher la borne haute là-haut, autour des 6000 points. Donc va falloir voir ce que ça donne. Après, du côté des options, vous savez que j'aime bien regarder les options aussi. Pour le moment, ça se positionne pas très fort en termes d'ATH. Alors, on voit les paris qui commencent à augmenter, hein, je veux dire, pour les 6000 points plus, etc. Mais ça va difficilement au-delà. Donc, cette borne-là, il va falloir la prêter avec beaucoup d'attention. Ce sera une zone à prendre des profits si déjà, là, maintenant, c'est pas une zone à prendre des profits sur le SP500. Et pourquoi je parle du SP500 à chaque fois, c'est que je considère que c'est important de savoir dans quel sens va le SP, parce que c'est souvent lié à la crypto. De manière générale, c'est pas un pour un, c'est pas un CTRL-C, CTRL-V, mais tout de même, c'est important à prendre en note.
Avec ça, en parallèle, on a vu quoi? Alors, du coup, on s'est quitté la semaine dernière, on était le 9. Le 9, le 9, le 9. On venait d'avoir. Eh ben, on venait d'avoir le pump de 94 à tac 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 à 102 000. Vous voyez que les prix n'ont pas vraiment beaucoup bougé. Le problème de cette zone, elle est double, et c'est pour ça qu'il faut prêter beaucoup d'intérêt à ça. Pour le moment, j'ai pas de quoi vous dire que c'est bearish. Très honnêtement, moi je vois ça. Consolidation, hop, si je vous prends les corps de bougie, consolidation au-dessus des 102 000, ce qui nous avait déjà servi de niveau, un peu de haut de range ici, là, hop, qu'on peut délimiter là. On consolide au-dessus, c'est quand même vachement racheté quand on passe en dessous. Donc, dans l'idée, je serais pas... la zone, elle est pas bearish dans l'idée, dans l'immédiat. Les volumes, t'en penses quoi? Je regarde pas les volumes, ça m'intéresse pas. Il y a trop de trucs différents à checker dans les volumes pour en tirer des analyses, et c'est pas le truc que je regarde. Qu'est-ce qui serait bearish selon moi? Bearish, alors bearish, pareil, qu'on s'entende bien, bearish, c'est pas... alors, en tout cas, en première instance, bearish, c'est pas ça. Bearish, c'est ça. C'est un retracement. On est dans une tendance haussière, on parie à la hausse, et si ça dump, il faut pas commencer à respéculer en disant qu'on va à 72 000, etc., etc. Si jamais on doit voir un dump, à partir de là, pour moi, il y a deux zones clés. C'est les... alors, tac, tac, je vais vous mettre tous les fibos, parfait. C'est les 97 500. Environ, hein, encore une fois, je vous donne pas de zone précise, hein, c'est des zones d'intérêt. Et ensuite, on a les 93. Les 97 000, c'est le milieu de range qu'on a ici, là, entre ce que je vous disais, les bornes tout à l'heure, entre les 93 et les 102. Milieu de range ici, on voit que c'est un niveau sur lequel on a eu de la résistance dans un premier temps. C'est un niveau weekly sur lequel on avait eu, plutôt un niveau daily, pardon, sur lequel on avait eu ici notre gros blocus à 95 000 avant de se faire rejeter à la cave, un niveau sur lequel on a oscillé entre décembre et janvier. Enfin voilà, c'est quand même un niveau qui reste clé, donc c'est déjà un premier niveau à défendre, couplé à ça avec un 23,6 de Fibonacci qui peut largement suffire en tendance haussière, plus la moyenne mobile H4 qui commence à venir s'aplatir dans ces horizons-là, donc cette zone-là, c'est déjà une première zone à défendre, et qui constituerait déjà des achats, que ce soit sur Bitcoin ou Alt d'ailleurs. Et ensuite, deuxième niveau à tenir, les 92 000. Et après, très honnêtement, si on recasse, ça dégage. On dit juste bearish. Bon. Mais pour le moment, on en est très très loin, et pour le moment, je peux pas vous dire que c'est bearish. Moi, c'est si jamais on vient perdre la H1 ici, que vous voyez en blanc autour des 102, je sais pas, quelque chose comme ça, on commence à consolider en dessous, machin, c'est horrible, c'est dégueu. Si on perd les 101 comme ça, ce sera pour aller à 97, et à 97 par contre, il faudra voir ce que ça donne. Ça se trouve, on traverse 97, parce que, encore une fois, quand je vous donne des zones, c'est des zones, et il faut voir ce qui se passe dedans. Si on traverse 97 comme ça, en ligne droite, ici vous faites rien, enfin moi je fais rien si on traverse en ligne droite. Ce que j'imagine dans l'idée, c'est d'avoir un truc quelconque. Surtout qu'il y a le côté sentiment qu'il y a à prendre en compte, c'est que si jamais ça doit arriver, je pense que les gens se refont du trou, qui diraient genre allez on va retourner à 80, 72, 77, enfin que sais-je. Donc c'est aussi un côté à prendre en compte. Pour le moment ici, on a largement moins d'euphorie que ce qu'on avait là et là. Donc dans l'idée, j'ai du mal... Alors, c'est pas que je peux pas imaginer un top, c'est que dans la configuration actuelle, dans une charte qui tient ses niveaux, et dans une euphorie relative, disons que le marché commence à se reprendre un peu, le marché est un peu content, j'ai du mal à avoir un top maintenant. Si jamais ça doit être le cas, faire une offre, c'est pas grave, et on achètera plus bas, etc. Moi, j'avoue que je vais vous prendre les alts pour vous montrer, mais moi depuis que j'ai pris des positions là, j'avoue que j'ai coupé un peu par là, parce que pareil, sentiment, etc., on préfère prendre des profits de manière régulière, on n'est pas totalement taré non plus, mais dans l'idée, si Bitcoin dip jusqu'à 97, dans ses retracements standards, dans ce cas-là, moi sur Ethereum, je voudrais volontiers acheter autour des 2100, et qui est pour moi le niveau qui doit absolument tenir sur Ethereum. Si on recommence à repartir sous les 2000 sur Ether, oulalalala, miséricorde,
ce serait vraiment pas très beau du tout. Alors on aurait un Fibonacci plus bas, mais on aurait cassé nos moyennes mobiles. Enfin, en fait, toute cette zone, pour moi, c'est une zone à défendre. Là, ce que vous voyez en carré jaune, là, c'est pour moi des zones d'achat. En tout cas, regardez sur Ether, on a quand même repris le niveau des 2400. Alors pour le moment, c'est léger, on va pas se mentir, c'est pas zinzin, mais qui constitue quand même un niveau weekly majeur. Hein, je veux dire, c'est le niveau de juillet-août 2024. Enfin, quand même un niveau weekly intéressant. On est en train de le tenir, on tient nos moyennes mobiles. Alors oui, peut-être qu'on peut marquer un top là. Mais dans la configuration actuelle, je reste assez positif dans l'ensemble. Et j'ai pas de raison de m'inquiéter outre mesure. Et si jamais je dois m'inquiéter un peu plus, ce sera si jamais on commence à aller retravailler cette zone, enfin plutôt qu'on perd cette zone-là. Vous voyez, moi, mon niveau des 2100, c'est le niveau où je me dis, ah, si on casse, pas bon, vraiment pas bon du tout. Donc, plutôt envie de dire de faire du DCA si jamais on va là, hein, je veux dire, si on a toute cette zone, etc. Et si Bitcoin continue sa hausse, dans ce cas, sur Ethereum, on partira dans la reload zone baissière, qui est moi le scénario que je privilégie, c'est-à-dire que juste avant l'été, voilà, on vous redonne un petit peu d'opium. Est-ce que j'ai le droit? Voilà, j'ai ma reload zone qui est là, parfait. Non, plutôt, tac, 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 paf, paf, voilà. Dans l'idée, on pourrait aller toucher notre reload zone ici. Je vous mets un exemple de trade, hein, mais vous faites ce que vous voulez de votre argent. C'est dans la logique dans laquelle je suis moi depuis là, c'est qu'on va aller voir peut-être un peu plus haut et ensuite redump pendant l'été. Voilà, juste histoire de donner des faux espoirs à tout le monde là. Le fameux sell and may go away qui ne marche pas, les gens qui ont vendu en prévision de l'été qui se retrouvent un peu le bec dans l'eau, pourquoi pas. Peut-être même qu'on aura un été positif d'ailleurs, c'est pas impossible non plus. Donc tous les scénarios sont ouverts en termes de délai. Pour le moment, pas inquiet sur Ether. Même s'il faut rester très vigilant et que j'ai quand même pris quelques profits sur mes longues que j'ai pris depuis ici, depuis là, etc. et que j'ai TP là, parce que plus 10-15% sur le wallet, ça se mange comme du petit pain. Sur Hype, attention aux tokens qui font des ATH aussi rapidement, bien entendu c'est faux. On arrive quand même sur Hype, sur une zone de profit, on est sur le niveau des 28 qui constitue mine de rien un niveau, alors tac, voilà, un niveau clé en termes de résistance. Hein, on voit que c'était là où on avait trouvé de la résistance entre janvier et février avant de partir à la cave. Pour s'exposer maintenant sur Hype, vous comprendrez que c'est bien trop tard. Si jamais on doit avoir un dump sur Bitcoin, je souhaiterais me positionner dans... Alors, en fonction de la zone qu'on a sur Bitcoin, hein, si pendant que Bitcoin va à 97, on me donne juste ça sur Hype, dans ce cas j'achète à 24, si c'est un peu plus bas j'achète à 20, enfin voilà. Très honnêtement, là sur Hype, dans l'immédiat, j'imagine pas du tout pouvoir en racheter sous les 20, sachant qu'on a nos moyennes mobiles, etc. Donc, plutôt positif, et d'ailleurs, le Hype qui est toujours bullish, hein, parce que là je vous parle de zone de résistance, c'est techniquement une zone intéressante pour prendre des profits, mais j'ai absolument rien qui justifie de les prendre maintenant. Je veux dire, moi, pour le peu que j'en ai, non, j'en ai quand même une petite, un petit bac sympa en spot. On tient nos moyennes mobiles 1 heure de manière extrêmement bullish. Là, le rejet dans la zone de vente, il n'est pas mirobolant. Donc, dans l'idée, alors si jamais on commence à voir ça, je vous vois venir, hein, si on commence à voir ça, etc., et qu'on commence à reperdre la zone, oui, peut-être que vendre ici soit pour acheter plus bas ou juste vendre des profits de manière durable, ça fait totalement sens. Et si jamais on doit être bullish et que Bitcoin continue sa montée, je souhaiterais peut-être même me positionner sur un truc du style tac, on flippe les 28, on vient les retester et on repart. Le setup long, il est relativement facile, c'est-à-dire qu'on joue des continuations haussières. Vous pouvez prendre un setup comme ça, avec un risk-reward que vous décidez, peut-être même pour revoir quelque chose comme les 35$ qui a marqué la TH ultime. Enfin, ok, je suis en mode, ça se fait. Là maintenant, dans l'idée, on est sous résistance. Moi, j'attendrai quand même qu'on flippe la zone, qu'on la reteste et qu'on reparte. De la même manière que j'ai fait ça sur les 20 d'ailleurs. Sur les 20, on a eu...
depuis que je vous partage le hype, ici sur Discord, je vous avais dit que on avait eu ça, on a retesté les 17, j'ai dit qu'à 17 c'était intéressant d'acheter, on est reparti. Ici on avait un niveau de résistance, les 20, on a retesté, on est reparti, les 20 c'était un niveau d'achat, et en fait on peut très bien faire la même chose avec les 30. Alors par contre après, encore une fois, quand vous achetez à 30 et que les gens ont acheté à 9, vous pouvez pas espérer faire les mêmes gains qu'eux. Ça paraît logique, faire x3 à partir des 30$, c'est pas comme faire x3 à partir des 9, ça va de soi, mais je le précise, si vous achetez à 30, c'est surtout pour jouer peut-être une performance de 10, 15, 20% à court terme, histoire de se faire un petit plaisir. Vous voyez que déjà de 30 à 35, c'est 25%, ça me paraît déjà une performance relativement sympa, et vous avez un stop facile à placer, si jamais on doit avoir des continuations haussières. Le SUI qui, pareil, alors on s'était quitté la semaine dernière autour des 4$, où je disais que, alors autour des 3,80, à peu près au même prix que là maintenant, où je disais que c'était déjà un niveau technique sur lequel on pouvait trouver du support, et chose surprenante, alors surprenante je ne sais pas, mais intéressante, c'est qu'en fait on dumpe pas, enfin oui ok, on est venu chasser un petit peu en dessous, etc., on perd un petit peu de momentum sur SUI, ce qui n'est pas horrible en tant que tel, mais je veux dire, regardez, ici on avait eu une configuration similaire avec une consolidation, on vient un petit peu plus bas, on reconsolide, enfin dans l'immédiat, le SUI il reste très très bien, et c'est peut-être même une zone d'achat, même si c'est un peu compliqué de se positionner là, pour être honnête. Tu voulais dire un truc, mon ami? Ouvre ton chat privé. J'ai peur. J'ai peur. Attention, hein. Ah, ok, j'ai vu. Ok, top signal sur le hype, les enfants. J'ai vu. Allez, c'est ciao. J'ai vu. Tac. Alors attendez, je vous le partage quand même. C'est vrai qu'on a parlé de hype c'est à la incroyable. télévision. Moi, je trouve ça incroyable. National. J'ai vu passer un tweet qui faisait le récap. Effectivement, il disait qu'il y avait des fonds qui étaient investis dessus, etc., etc. Donc, faut quand même faire gaffe. Ça chauffe, ça chauffe bien, quand même. C'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt une zone de profit, mais que si jamais ça doit continuer, ça peut continuer un moment, quoi. Je veux dire, ça peut faire ça, et que sais-je. Mais dans l'idée, là, la zone, warning. Se positionner maintenant à l'achat, c'est mort. Soit en flip, soit en reconsolide en dessous. Bref. Mais oui, effectivement, petit warning de la télévision nationale américaine, bien entendu. Sur quoi d'autre? Le sol qui nous montre un petit peu moins de force que le ETH récemment. Alors de manière relative, hein, bien entendu, on n'est pas là, c'est pas la catastrophe non plus, même si je crois que le sol ETH est fait des plus bas, est en tendance assez nette baissière. Est-ce que j'ai mon ETH sol quelque part? Je vais le retrouver. Tac, sol ETH. Tac. Avec tout de même, hein. Tout de même. Alors attendez, tac. Voilà. C'est vrai que en weekly, Ether nous montre clairement une surperformance nette, précise. On a même cassé des niveaux en moyenne mobile contre sol. Donc écoutez, c'est plutôt sympa. Donc on voit que l'Ether a plus de force, hein, dans l'immédiat, faute ou à cause d'un écosystème Memecoin qui n'a pas encore revu toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Dans l'idée sur Sol, pareil, comme Ethereum, on a des zones sous les pieds qu'on n'a pas du tout envie de perdre. Alors, on pourrait étendre un peu ici, bam. Disons qu'entre les 150 et les 140, si consolidation, ça s'achète. Déjà là, à l'heure actuelle, c'est pas dramatique, c'est pas beau, mais c'est pas dramatique, hein. Je veux dire qu'on est sur notre moyenne mobile en 1 heure. Et on y va. Donc, dans l'idée, c'est un peu comme le reste. C'est dans l'idée, ça peut tenir. À quel point j'ai confiance dans les zones actuelles pour qu'elles tiennent, je ne sais pas. Mais en tout cas, si jamais on doit racheter plus bas, j'irai pas m'aventurer à dire que Sol ira sous les 140 dans un premier temps. Encore une fois, il y a ce que je pense et après la réaction du marché. S'il faut réajuster un peu plus bas, ça se fait en temps et en heure. Mais dans l'idée, voilà, rien de négatif non plus, même si on est sous la résistance de notre range des 175 110 grosso modo, qu'on peut délimiter de cette manière. Donc encore une fois, zone compliquée, mais on consolide dessous, etc. Je peux vous montrer le casse qui est plutôt propre. On a cassé, on avait vu la semaine dernière qu'on avait cassé, ou qu'on allait casser, je crois, la semaine dernière.
On était le 9, on était pile dessous. Je vous disais que si jamais le CAS faisait ça, c'était une zone d'achat intéressante, et vous voyez qu'on a eu pile poil ce qu'il faut. Donc entrée plutôt clean, plus ça va vers là, plus c'est une zone d'achat, même si il faudrait pas qu'on commence à repasser en dessous, ça serait un peu dégueu, et tout ça, ça constitue une belle zone d'achat entre les 10 et les 9 centimes. En tout cas, si on est positif pour la suite, bien entendu. Tac, 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 le Tao, pareil. Tao, qui est techniquement pas moche, même plutôt propre, dans le sens où on a repris notre milieu de range infini entre les 190 et les... Alors chacun y verra ce qu'il veut, ça peut être les 680, etc. Mais c'est l'idée. Pour le moment, on est au-dessus de ce niveau weekly qui nous avait servi de support entre décembre et janvier, plutôt entre novembre et janvier. Dans l'idée, c'est une zone d'achat. Maintenant, pour être honnête, moi j'ai pas envie de me positionner là parce que mon risk-reward sur Tao il est pas du tout bon. Si je me positionne dans la logique d'un marché qui va monter mais qui va nous faire un truc un peu mollasson, je vois difficilement Tao retourner au-dessus de ses 690-700. Donc en fait mon risk-reward c'est difficile d'avoir un risk-reward intéressant. Acheter là, mettre un stop là pour vendre là-haut, pas sûr, je préfère voir un Tao Si plus je peux bas pour interagir, acheter. Oui, bien je trouve que Tao, ça, enfin moi c'est ma vision, mais je trouve que c'est un des projets de ce cycle. Et je suis ouvert à ce qu'il fasse un nouvel ATH. Je dis pas qu'il va le faire, mais je trouverais pas ça ultra déconnant, sachant qu'il y a très peu de projets comme lui, quoi. Sachant que je dis pas qu'il va pas en faire un, mais dans l'idée à court terme, genre moi je me place dans l'idée que genre on va faire une leg avant l'été et que on va recte les gens avant l'été et que après peut-être on va corriger, tu vois, etc. En tout cas en première instance. Chose, ouais. Genre un mai-juin un peu bullish et juillet-août bearish. Ouais, c'est ça. Et septembre-octobre bullish, quoi. Et top de marché. C'est ça. C'est un peu l'idée qu'on a avec Jeff aussi. C'est le positionnement des institutionnels sur Bitcoin qui parie beaucoup pour un fin mai autour des 105, 110, 115, un fin juin autour des 115, 120, tu vois, etc. En tout cas, c'est leur positionnement actuel. Donc, ça varie, etc. Mais dans l'idée, c'est pour ça que j'ai du mal à être bearish, c'est que les charts le sont pas. Le sentiment est pas ouf. Et on a quand même des trucs qui restent propres dans l'immédiat. Donc je suis pas beaucoup exposé pour être honnête, mais je reste assez ouvert à ce que ça se passe bien. On a des trucs qui sont dans des belles zones d'achat, genre on a du render qui est sur ses moyennes mobiles, c'est une belle zone d'achat aussi. Du Hondo pareil, on voit qu'on consolide en fait sur nos supports, un peu comme on l'avait fait plus ou moins dans l'été, genre dans ces zones-là où on essayait de les tenir, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est maintenant qu'on va avoir une jambe haussière, etc. Je ne sais pas, évidemment que ça peut être que des spéculations. En tout cas, dans l'idée, pour le moment, j'ai pas de grandes inquiétudes. Si jamais on venait à perdre des niveaux, des moyennes mobiles, etc., qui m'indiquerait qu'on a perdu beaucoup de force, là je commencerai à juste à attendre, etc. Et on verra. Mais dans l'idée, pour le moment, il n'y a pas mort d'homme. Et on a plusieurs trucs qui sont très bien. Si jamais vous avez des tickers dans le chat que vous voulez regarder, n'hésitez pas. Tac, on a même le AAV le AAV qui a la même charte que Hype, dans le sens où on tient nos moyennes mobiles en 1 heure. La charte, elle est très bullish. Enfin, il n'y a pas de raison d'être bearish, quoi. Je veux dire, tenez vos profits du moment que vous en avez, si jamais vous voulez en prendre, parce que c'est insoutenable d'avoir des profits. Vous avez le droit, c'est pas interdit. Par contre, je m'inquiéterais si jamais on doit reperdre les 220, par exemple. Tac, on voit du RSR, du XRP, du A16Z, le A16Z qui est pas... Je crois que de tête, il est pas très très beau. Oh, quoique. Il est pas très très beau. Mais dans l'idée, c'est pas dramatique. Je m'inquiéterais si on perd les 26 par exemple. Si on perd les 26 centimes, là ce sera vraiment bizarre. Parce qu'on casserait notre structure haussière comme ça qu'on a eu en 12 heures /daily. Donc là ce serait plutôt inquiétant. Dans l'idée, si vous en avez acheté là, là vous êtes bien. Même si vous avez acheté ici quand on a flip la moyenne mobile,
vous avez toujours un x2 à peu près latent, donc c'est plutôt correct. Inquiétude si on part sous les 0,26. Est-ce que j'ai envie de me positionner à l'achat là-dessus? Pas vraiment, parce que c'est un projet qui avance petitement, voilà, enfin doucement mais sûrement, comparé à un virtual qui a un peu plus de force par exemple, bien que le setup là à l'heure actuelle soit un peu plus bearish que la moyenne. Vu qu'on n'arrive plus à tenir notre moyenne mobile en 1 heure, on est revenu dans cette configuration là où du moment qu'on n'a pas repris les 90 et qu'on les tient, j'ai pas envie d'acheter personnellement. Donc voilà, encore une fois c'est compliqué. Les alts c'est vraiment compliqué, hein, parce que là on parle des alts une par une, mais même sur, je vais vous montrer les totaux. Les totaux sont ultra intéressants d'ailleurs en termes d'analyse. Tac. Et RSR et RSR et RSR. Là, on est revenu. Là, on est revenu sur notre moyenne mobile ici. Ah, si on est bullish chez RSR, c'est le moment d'acheter. Hein. En tout cas, c'est une belle zone d'achat. Tac, tac. Je veux dire, on est sur nos moyennes mobiles. Alors, dans l'idée, si on veut pas perdre la structure, c'est-à-dire qu'il faut pas perdre les 80. En fait, si vous êtes bullish RSR, vous pouvez jouer quelque chose alors spot ou à levier, hein, peu importe. Je vous montre avec ça, mais on peut totalement jouer, ne serait-ce que juste ça. Faire un nouveau plus haut ensuite, revenir même combler les imbalances. Tac, les imbalances qui sont là. Genre tout ça là. Tac. Ce serait pas déconnant. Hop. On reviendrait toucher les moyennes mobiles weekly un peu plus haut. Donc non, RSR il est. Alors oui, bah ça dump. D'accord. Mais c'est pas parce que ça dump que c'est dramatique. Loin de là. Là, le RSR il est sur support, et un support c'est fait pour tenir jusqu'à preuve du contraire. Donc plutôt envie d'acheter du RSR plutôt que de le vendre. Et c'est comme ça sur beaucoup d'alts d'ailleurs. Je voulais vous montrer les totaux crypto qui sont aussi intéressants dans leur configuration. C'est-à-dire qu'on a le total qui... Je vais enlever la reload zone, hop. On a le total pardon, qui, comme Bitcoin, tient des niveaux clés. Voilà. Ce niveau-là des 3.2 qui nous avait servi de range ici, qu'on avait quitté, qu'on avait break, etc. On le tient. Donc, bullish total 2. Total, pardon, vu qu'on le tient là. Du moment que ça tient, pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Par contre, je sais que sur le total 2, c'est une autre paire de manches, dans le sens où on est plutôt sous résistance. Ce résistance, on avait signé notre M-top ici, là. C'est notre ligne de coup du M, en fait, hein, pour être clair. Donc, ça, c'est normal que ça fasse office de résistance, c'est normal qu'on trouve un peu de résistance du côté des alts. Maintenant, ce retest-là, il est pas bearish, enfin, on peut être bullish à partir de là, il n'y a pas de problème. Et si jamais on doit dump, on aura une reload zone qui sera up un petit peu plus bas. Bam bam. D'ailleurs, si je prends peut-être le bottom complet, on a un 38.2 qui sera au début des moyennes mobiles, la moyenne mobile daily que vous avez là. En fait, tout ce qui est en buy zone ici. Donc encore une fois, vous avez le droit de vous positionner là, puis de repositionner là aussi. Enfin, on est dans la zone un peu entre deux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quoi faire de son oseille. On est contre des résistances au-dessus de la tête, mais on a des supports sous les pieds. Pas envie d'être particulièrement bearish dans cette configuration-là. Et on a aussi le Others qui bute sous le même type de résistance que le Total 2, pour faire simple. Donc, c'est pas illogique qu'on trouve de la résistance sur nos tokens, particulièrement nos alts, et pourtant, dans le même temps, on a la BTCD qui paraît. BTCD qui est plutôt... Alors, qui était plutôt bearish. Mais dans l'idée, si on veut... Alors la BTCD d'ailleurs c'est une conséquence de tout ce qui se passe sur le reste du marché. Si jamais on viendrait à reflip cette zone là, ça voudrait dire que vraiment juste les alts sont en train de se faire ouvrir. Donc à surveiller de ce côté là. Et la Others Day qui est pas très très belle non plus, dans le sens où on avait repris un peu notre range ici, enfin notre milieu de range. On avait eu un premier range là entre avril et mai. On s'en est extirpé, on est venu retoucher la borne haute du précédent range de février à mars, et on a reperdu ce range de nouveau, on a reperdu les moyennes mobiles, la H4 et la daily, la 1 heure, on a reperdu le milieu de range ici,
Sur la Others Day, c'est pas très beau, c'est même dégueulasse, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que être sur les alts à l'heure actuelle, c'est toujours pas le bon timing. Ça peut le devenir rapidement, pour être honnête. C'est pas... Si on récupère ça, en fait, tac, ce sera plutôt positif. Hein, une déviation, ce sera pour aller récupérer plus haut. Mais c'est pas... En fait, c'est pas tirer du chapeau le fait que vos alts souffrent un peu plus que le reste. Et c'est pour ça qu'il faut aussi savoir recentrer un peu ces tokens que vous avez en portefeuille. Et aussi revoir un peu vos targets de prise de profit, etc. etc. parce que c'est compliqué. C'est compliqué sur les alts, même à l'heure actuelle, même pour les plus brillantes d'entre elles, c'est complexe. Et après, je vois que ça parle de OP, je peux finir là-dessus. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais en tête. Tac, le OP, pareil. Le OP, il était beau, puis il l'est plus. Voilà. En gros, jusqu'à là, on avait le droit de penser qu'on tenait notre W. On avait notre W ici. On aurait pu penser que ça tienne. Voilà, notre cassure de W, ligne de coup, etc. Et on a recassé. Et ça, c'est moche. Ça, c'est juste laid. Bon. Moi, j'avais un long sur OP que j'ai pris genre là. Quand on a flip la moyenne mobile, je l'ai coupé quand on a cassé là. Parce que on n'a pas enclenché de vitesse, c'est moche, c'est dégueu. Le token n'a aucune force. Donc, ça fait partie des trucs que je ne regarde plus, enfin en tout cas dans l'idée pour le moment je regarde plus. Et du Link c'est pareil, le Link en fait on est en train de travailler des niveaux de support qu'on a besoin de voir tenir, et être bearish sur un support c'est pas le moment, donc c'est des zones d'achat. Et après encore une fois c'est lié à Bitcoin aussi, si Bitcoin fait ça, vos supports sur les alts ils vont péter hein. Donc c'est pour ça que autant se positionner quand on a les idées claires sur Bitcoin. Pour le moment Bitcoin est bullish, ça peut continuer, et après ça veut pas dire que les alts sont bullish aussi. Donc il faut réussir à jongler dans tout ce beau monde, c'est compliqué, et je finirai juste par XRP, j'ai vu que tu me l'avais demandé plusieurs fois. Je crois que le XRP ça fait partie de ces tokens un peu aux F tiers. Hein. Dans l'idée, je de quoi? Non. XRP, arrête. Non. Mais c'est qu'en fait, dans l'idée, genre, les performances sont nulles, quoi. Genre, performances sont nulles, je veux dire, c'est comme un Solana, mais l'intérêt de se positionner sur XRP, pour moi, il est limité. La structure, elle est pas spécialement bearish, hein, elle est bullish comme le serait en Bitcoin, par exemple. Même si à la très court terme, ça devient un peu plus dégueu, pour être honnête. On pourrait rapidement baisser jusqu'à 2,20. Mais là, je vous parle vraiment du court terme. Dans l'idée, oui, le XRP, il est propre, hein, mais je veux dire, le XRP... genre là, tout ça, là, qu'est-ce que c'est ce bordel? J'en sais rien. Si ça doit monter, ça montera avec le reste, mais là, sur XRP, j'ai pas d'analyse précise, à part vous dire que le token tient ses moyennes mobiles, et que il reste bullish, quoi, dans l'idée. Hein. Je veux dire, tout ça, c'est une zone d'achat. Hein. Entre les 2,20 et les 2, si vous en avez, c'est une belle zone d'achat. En tout cas, voilà, dans l'idée, qu'est-ce que j'ai envie que vous reteniez de ça? C'est que sur Bitcoin, on est sur une zone clé. Les 102 000 restent, enfin les 101 000 restent en support jusqu'à preuve du contraire. Si ça casse, on ira rapidement, je pense, dans les 97, grosso modo, et vos alts vont suivre avec. Sauf si décorrélation entre Bitcoin et les alts, mais une décorrélation comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Donc, pas le scénario principal non plus. Enfin, il ne faut pas se positionner en se disant les alts vont se décorréler, etc. Plutôt que pour le moment, c'est pas le cas. Donc, si Bitcoin dévisse, vos alts vont dévisser. Sur Bitcoin, on est sur une zone... on reste bullish pour le moment, mais ça peut varier très rapidement. Donc, je vous invite à rejoindre du Discord Decrypted, là où je vous fais des updates un peu plus régulières que ces émissions hebdomadaires. Et après, il y a des tokens qui sont en surperformance. Il y a du hype qui est dans des zones de vente. On parle de hype à la télévision, c'est peut-être le moment de prendre des profits pour ceux qui ont acheté à 9. Ça me semblerait pas idiot. Il y a du SireUp qui est en x3,5 depuis son bottom, x2 depuis que je l'ai partagé sur Discord, même x2,5 je crois. Pareil, ça peut être intelligent de juste prendre des profits, au moins histoire de sécuriser. Même si on peut rester aussi à un moment. Il n'y a pas de... Pour le moment... j'ai pas de raison objective d'être bearish, à part juste que ça commence à sentir le sapin à droite à gauche, qu'on a des mêmes coins en folie,
petit à petit que voilà, on commence à revoir le même grid qu'on a vu un petit peu, ça commence à revenir. C'est pas au même niveau que décembre, loin de là. Toi aussi, tu sais, Dio, qu'on est très très loin des niveaux de décembre parce on connaît bien la période, on sait ce que c'est. Donc voilà, dans l'idée, on est entre les deux. Donc c'est compliqué de se positionner maintenant, mais dans l'idée, c'est pas horrible non plus et vous pouvez juste DCA en fait. Hein. On me dit toujours la meilleure manière de faire c'est de DCA, vous pouvez acheter maintenant, plus bas, etc. etc. Et très honnêtement, c'est plutôt l'approche que j'ai, c'est je me positionne petit à petit, je regarde. Pour le moment, des catalyseurs bullish, ça commence à manquer, on va pas se mentir. Les bonnes news sont plus vraiment achetées. Donc on a un peu de perte de force, les deux sont mélangés, c'est compliqué d'avoir les idées claires. Et si vous avez des profits à prendre, vous pouvez les prendre sur les tokens qui ont le mieux percé ou revenir à break-even sur des tokens. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous devez être, je pense, dans des break-even par rapport à décembre. Que j'imagine, sauf si vous avez acheté vraiment les top ultimes sur les tokens les plus mauvais. Donc voilà dans l'idée. Ok. Et j'ai fini, promis. Pas de souci. Bah, si vous avez des questions avant qu'on termine, N'hésitez avec pas, plaisir. Nous sommes à 1h48 d'émission. Comment toi tu te sens un peu dans le marché là, tu vois, pour terminer un peu l'émission, le temps que les gens peut-être posent quelques questions. Moi, l'ambiance, je la trouve trop cadavérique pour là où on en est. Je veux dire, on a un BTC à 102 000, on a une BTCD qui a énormément chuté. Je suis assez confiant parce que j'aurais pas aimé voir justement le marché s'emballer. Là, j'ai l'impression que le marché est assez terrifié, que voilà, ça parle beaucoup plus de prise de profit que de rentrée, alors qu'on est plutôt sur une correction, qu'on laisse une porte ouverte aux gens. Ça ne veut pas dire que ce sera une excellente porte ouverte, mais en tout cas, le fait que tout le monde réagisse comme ça me rend confiance sur le fait qu'on a encore de la marge, et même sur Result, hein. Même si voilà, j'attendrai pas, comme d'hab, hein, on le répète, mais j'attendrai pas des targets de folie. Mais voilà, je trouve que c'est... Je suis assez confiant. C'est assez en phase, même si encore une fois c'est compliqué de se positionner. Rome qui dit je suis d'accord avec Joe. Ne pensez-vous pas que le grand public n'est toujours pas revenu? Non, le grand public n'est pas revenu et pour ça il y a un truc très simple pour s'en rendre compte, c'est le Coinbase App Ranking. On est encore très très loin les enfants de des niveaux de décembre. Est-ce que le truc est à jour? Oui, le truc est à jour. Vous voyez que quand on a eu vraiment une vraie euphorie de retail, on était sur Coinbase où moi je sais qu'à partir du top 100, top 50, Tayo, voilà. Pour le moment on reste, alors on commence à se voir, encore une fois c'est pile poil l'entre-deux, ça commence à se voir qu'il y a des gens qui arrivent, petit à petit, même sur Discord on voit, voilà, on commence à reparler de tokens, est-ce que c'est bien de se positionner sur ci, sur ça, mais c'est pas du tout les niveaux qu'on a vus au mois de décembre, loin de là, donc en fait, on a de la marge à la hausse, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un dump et un top local mineur sur les prochaines semaines. Enfin, encore une fois, il faut varier les time frames. Sur de la grande time frame, je pense qu'on a de la marge. Sur de la petite time frame, attention. Voilà, ce serait un peu le truc. Pas mal. J'ai vu qu'on m'a dit... Ah oui, j'ai vu passer ce truc de la Golden Cross sur les alts. C'est de la merde, hein. Alors, pardon. Les problèmes. Non, mais c'est que j'ai rien contre Altcoin France. Commencez pas à aller les ping en disant il a dit c'est de la merde, etc. Mais en fait, ils ont repris ça d'influenceurs genre mauvais US. Voilà, ça là. Ils l'ont repris des comptes Twitter de style Crypto Rover, je crois, c'est ça son nom. Ah, c'est lui là Toujours le même? Ouais. Pourquoi j'ai pas le... suivez pas Crypto Rover. Hein. Voilà, c'est un FA, suivez pas Rover. Ça c'est un vrai FA, par contre. Crypto Rover. Et en fait, on a regardé avec Pondy sur Discord, et en fait, on la voit pas, cette foutue Golden Cross de con. Genre, quand on prend les mêmes trucs, bah voilà, c'est exactement ça. Ah non, c'est pas ça exactement. Lui, c'est avec les moyennes mobiles qu'il nous avait partagé. Bref, ça a été repris de ce type d'influx là. Et mais lui, vraiment, sa boule poste, oh mon dieu, l'enfer. Ah ouais, mais tout le temps. Il y a des gens qui suivent ça. Aïe. Est-ce qu'on a le droit d'avoir le truc? Bon, bref, tant pis. Ah, mais c'est vraiment que ça. Ça me terrifie. Bref. Ils sont combien sur le compte? Ils sont 4 ou quoi? Je sais pas. Et gars, c'est tout le temps des trucs pour te dire breaking, machin, Bitcoin, boule. C'est
Mon Dieu. Alors, petit conseil pour vous le chat, si jamais vous cliquez sur les 3 petits points, là, voilà. Petit conseil d'amis. Ah oui, Ça d'accord. fait jamais de mal. Non, Ça c'est vrai me fait qu'il plaisir. est... Non, ça pour Et- le coup, on a checké avec Ponds et on voit pas comment est-ce qu'il la trouve. Si on prend les SMA 50 et 200 sur les altcoins market cap total 2, il y a... Alors soit c'est faut regarder en 12 heures, mais bon vas-y, normalement tu es censé regarder en daily sur les crosses, parce que sinon on n'est pas du tout dans des crosses, hein, des golden cross. Et ça ne nous empêche pas d'être bullish sur les alts. Hein. Encore une fois, hein, c'est juste que le signal comme il est présenté, moi je le trouve... Enfin, faux. Bon, c'est vendeur d'opium. Et ne commencez pas à gober de l'opium maintenant, sinon vous allez vous faire défoncer plus tard, quoi. Ouais. Bon. Je suis d'accord. Vous regardez, suivez les évolutions de mindshare par catégorie. Moi, non. Toi, Joe? Non, en fait, je les capte sur le CT. Comme je passe beaucoup Oui. de temps sur le CT, je Pas les faux. sens. Sinon, il faudrait payer un abonnement à Kaito, mais en vrai, en fait, quand tu le vois, c'est déjà trop tard en soi. T'es déjà proche d'un top. Le truc, c'est quand tu commences à sentir la vague. Tu vois, quand tu vois 2-3 personnes commencent à s'exciter sur un truc, t'as encore un peu de marge et t'es assez early. Bon, Launchcoin, ça a pas marché. Hein, le truc en 24 heures, c'était hyper hype, descendu aux enfers. Ça, c'est quelque chose. Alors, tac. Launchcoin, je crois que je l'ai dans mes listes. Le buddy, j'attendais une entrée aussi. Tu l'as fait le buddy ou pas? En même J'ai temps, pas c'est un fait, même coin, j'ai hein. j'ai eu, mais en fait, il est lié au hype. Il J'ai a raté juste un peu l'entrée. moins de force que le hype, pour être honnête. En fait, ça va être lié au hype. Si le hype commence à aller à 30, 35, etc., le buddy bah, ira, je sais pas, 20, 25, que sais-je, j'en sais rien, on verra. Mais pour le moment, il est quand même un peu plus bas que quand hype était mieux. Preuve Mais là, en aussi petit que time c'est frame, pas... parce que j'ai raté en fait la cassure du W. Là, Voilà. Est-ce que tu crois que j'attends un retour sur la ligne jaune? NFA, Dior, c'est un même coin à la NFA con. Dior, moi je sais que je trouve que la H4 est propre. Sur Buddy, genre la 200 H4 du coup. Genre moi je sais que j'ai acheté là, et après j'ai re-racheté genre un peu par là. Ou là. Là plutôt. C'est, Ça répond pas à sur ma le- question. Tu pardon, flexes oui, beaucoup, mais tu réponds pas à ma question. Non mais c'est pour te dire que j'ai acheté sur la ligne bleue. Genre pour moi c'est la 204 heures qui D'accord. est intéressante. Genre autour de... Là c'est 12 millions. Est-ce que tu as envie d'attendre 12 millions quand c'est à 14? C'est à toi de voir. Ouais. Ouais. Ça peut être... ça, en fait, tout dépend du hype. Hein, donc, bon. Dans l'idée, C'est la 50 et la 200 en 4 heures que tu utilises? Ouais. Ok. Après, je les regarde dans d'autres time frames aussi, mais généralement, je les regarde surtout en 4 heures. En tout cas, là, pour le moment, je vois que c'est la H4 qui répond bien. Donc, 12 millions, ça reste super bas. Bah, après, chacun met les targets qu'il veut. Hein. Moi, je n'y vais pas pour faire un x10 hein, sur le buddy, hein, mais c'est surtout aussi Bah, pour avoir ouais. une exposition dérivée hype quand on n'a C'est ça. pas suffisamment de hype pour être heureux dans sa vie, par exemple. Et puis, c'est un même coin communautaire, ça peut servir à des trucs. Enfin, Mets-le face à c'est- hype pour voir. Je sais pas si tu peux. Là, non, là, tu l'as là, à droite. Là. Eh, en vrai. En ça. En ça. En ça. En ça. Je sais pas, y a rien. Enfin, Ouais. Bah, il est sur un bon support, quoi, mais il est c'est revenu pas sur aussi, sa quoi. consolidation là. Ouais. Ah, c'est une bonne zone. Je dirais que c'est une bonne zone. Après, Ok, all-in. en- Traduction en ça. all-in. oui, non, allez, vous allez vous faire. C'est bon aussi. À un moment donné. En tout cas, Launchcoin, voilà ce que ça donne. Fua. En 3 jours. Ouais. 3 jours x 30 et divisé par 2. Solide. Non, plus que x30, hein. Beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Parce que là, je l'ai pris genre en partant de 1, mais oui. Ah, c'est solide comme performance. Hein. Ah oui, oui, ça fait plaisir, hein. 115 000%. Magnifique. Ça, c'est du token qui performe. Tac. Ouais. Donc voilà, faites attention. Encore une fois, ne rentrez pas sur les trucs qui font ce genre de performance dont tout le monde parle sur X, etc. etc. Des fois, je m'amuse à... Je vous invite, si jamais vous le faites pas, vous ouvrez votre deck screener, vous mettez le ticker et vous revenez 48 heures après l'avoir vu sur X. Ah, je vous assure, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous êtes sûr, 2 jours après, de voir un moins 50%. Sûr. 100%. C'est vrai. Win rate de 100% sur ça. C'est magnifique. Donc faites gaffe. Quand vous voyez un truc traîner sur X, c'est
généralement bien trop tard. Voilà. C'est vrai. Après, moi, j'enterre pas la narrative, par contre. Hein. Et voilà. Ouais, on sait pas, ça dépend de si on redirigeait les fils ou quoi. Mais c'est vrai que c'était tellement fort que moi, il y a un monde, c'est ce que je disais à Lilian, il y a un monde où ça flippe le narratif à Jean-Mia, quoi. Mais il faut que ça prenne. Pour le moment, il y a eu un petit échec. Faut voir. Mais c'est vrai que quand t'as des impulsions fortes comme ça, c'est tellement rare que j'aime bien faire mon red curve et me dire potentiellement c'est fort. Après, est-ce que j'achèterais du Launchcoin maintenant ? Non. Mais bon, voilà. Compliqué. Ouais, non. Ouais, franchement, non. Tac. Est-ce qu'il reste des petites questions ? Merde, je suis remonté tout en haut du chat. Puis on va pouvoir terminer rapidement. Liquide sur les indicateurs Google Trend, Bitcoin est très très loin des plus hauts, idem sur les downloads. C'est pour ça, quand on vous dit que pour le moment il n'y a personne, c'est vraiment qu'il n'y a personne. Enfin, genre les mecs qui ont un peu plus de flair que la moyenne sont déjà là, sont venus. Mais de toute façon, ça se voit sur vos charts. Je veux dire, les charts, elles sont modérément bullish, quoi. Là, on a vu une hausse, ok. Mec entre nous, on s'est dit, ah putain, merde, c'est le moment, ça y est, c'est parti. Et on n'a pas encore le moment ultime où on a papy, mamie, tonton, tata qui viennent acheter du... je sais pas, ce que vous voulez, ce que vous avez le plus en bac pour vous faire plaisir. Tac. Alors même... Et d'ailleurs, très bonne remarque. Personne n'a acheté les bottoms, c'est normal. Un bottom, c'est pas fait pour être acheté. Enfin, ce que t'appelles un bottom, c'est de pas avoir acheté du hype à 9, mais vous auriez pu acheter du hype à 11, à 13, à 15, etc. Et ça veut pas dire que ça a baissé. Et pour le moment, là, les retracements qu'on voit, c'est des retracements qui sont ultra légers, qui sont juste normales dans une tendance haussière. Enfin, on est dans les mêmes trucs qu'on a vus, allez, en fonction de ce que vous voulez, mais genre entre septembre et novembre, quoi, dans la première phase où on commençait à ressentir un peu le goût du bonheur. Bon, en tout cas, c'est mon avis, mais je trouve que c'est un peu ça. Et après, on a eu la vraie phase débile. Pour moi, je suis pas à la phase débile. Je trouve juste que ça commence à chauffer. Puis, pile ce qu'il faut pour que votre œuf il soit mollet, tu vois. Pour ceux qui aiment les œufs, c'est pile ce qu'il faut. Voilà. Okay, merci. Merci, chef. Avec plaisir. Le SCA, pas mal, DeFi sur SUI. Tout ce qui est dans l'écosystème SUI perf, plutôt bien aussi. Tac, et écoutez, on arrive vers la fin de cette émission. Ça fait 2 heures tout pile. Messieurs, dames, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que cette émission vous a plu comme d'habitude. C'est toujours un pur plaisir de discuter avec vous. Je laisserai Joe terminer avec ce qu'il veut. En tout cas, merci de nous accorder votre temps. J'espère que cette émission vous a été utile. Et comme d'habitude, je rappelle que vous nous trouvez beaucoup plus sur le Discord avec encore plus d'analyses que ce qu'on peut faire en live de manière quotidienne avec des gens brillants que sont Jeff, etc. Plein de gens qui partagent des trucs sur Discord. Je vous ai remis le lien dans le chat pour tous ceux qui n'y êtes pas encore. Et je laisserai Joe terminer avec un mot de la fin. Ouais, la semaine prochaine, on reçoit Gaëtan pour parler d'Ethereum, donc ça va être très intéressant. Ce sera le guest hebdo de la semaine prochaine. Merci d'être là, les gars. Soyez patients. Si vous êtes inquiets, c'est peut-être le moment de s'asseoir sur vos mains, à part si vous savez vraiment ce que vous faites. Et puis voilà, on va vivre ça ensemble une 3e fois. Une 2e fois et demie. On espère. Oui. On espère. En tout cas, prenez soin de vous les potes, profitez de votre week-end. Allez touch grass, allez touch as. Enfin, faites ce que vous voulez de votre main. Vous faites ce que vous voulez de votre portefeuille. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos bagues. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao.